ce nouvel épisode de 4 affaires réelles, flippantes et totalement badantes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés tranquillement chez vous, parce que ce que vous vous apprêtez à voir dans cette vidéo, c'est une masterclass. En gros, c'est simple. Cette vidéo contient les 4 plus grosses affaires qu'on a traitées ce mois-ci. Bien évidemment, comme à chaque fois dans ces énormes vidéos, chaque histoire contient des mécaniques et des dynamiques vraiment différentes l'une d'entre elles. Certaines histoires vont traiter de kidnapping, d'autres d'enquête avec la police, enfin vous allez voir, il y a vraiment plein de trucs un petit peu différents, mais bien sûr, leur seul point commun, c'est que c'est totalement badant, et qu'à tout moment, ça aurait pu t'arriver. Parce que dans StoryCube, on prend des monsieur tout le monde. On prend des gens genre comme moi, comme toi, comme n'importe qui regardait cette vidéo. Bref, j'espère que t'es bien installé, que t'as éteint les lumières et surtout que t'es préparé mentalement pour ce que tu vas voir. Si c'est le cas, alors bonne vidéo. Petit rappel bien sûr, pour ceux qui suivent tous les épisodes de manière très assidue, il est possible que vous ayez déjà vu l'une des affaires qu'on va traiter dans cette vidéo. La raison est simple, c'est une compilation des pires affaires qu'on a traitées ce mois-ci, donc c'est possible qu'il y en a certaines que t'aies déjà vu quoi. Bref, maintenant que tout est au clair, commençons avec la première affaire. C'est Cyrus. C'est donc que les gens appellent. Elle pensait retrouver une amie. Elle a fini kidnappée. Le jour de ses 16 ans, la victime, prénommée Lina, reçoit un appel étrange d'une amie lui demandant de la rejoindre sur un parking isolé dans un environnement très sombre. Peu en confiance, mais voulant aider son amie, elle se rendit au lieu de rendez-vous. En arrivant, au loin, elle découvra son amie sur le siège arrière d'une voiture. À l'avant du véhicule, 2 hommes, cachés par l'ombre du pare-brise, la fixaient d'un air menaçant. Lina se retourna, mais a compris très vite qu'elle était déjà piégée. Elle n'avait pas du tout d'autre choix que de coopérer et d'entrer à son tour dans la voiture. À l'intérieur, ça dérape. L'un des mecs glisse sa main entre ses cuisses et rapidement, la situation dégénère. La voiture démarre, Lina a seulement 16 ans et elle est en train de vivre un kidnapping qui tourne littéralement au cauchemar. Comment Lina et son amie s'en sont-elles sorties? Comment Lina a-t-elle vécu cette histoire traumatisante? Et surtout, qui étaient ces hommes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Installez-vous confortablement, bienvenue dans StoryCube. Je la voyais trembler et je savais que il y avait un truc qui va pas et fallait sortir vite. Je me suis dit que c'était la fin, genre ils vont nous laisser sur l'autoroute et c'est fini. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Lina. Une jeune femme dont l'histoire bouleversante l'a conduite à s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes. En fait, à 16 ans, elle a vécu une expérience traumatisante qui a changé sa vie. À ce moment-là, quand tu as vécu les événements, tu avais 16 ans, c'est quoi un peu ta vision du monde quand tu as 16 ans? À ce moment-là, comment tu vois les choses? Quand j'ai 16 ans, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Ouais, donc t'es un peu perdu, voilà. En même temps, il y a plein de directions qui s'offrent à toi, tu sais pas trop laquelle prendre. Je savais ce que je voulais faire, mon but ultime. Tu voulais faire quoi à ce moment-là? Je voulais être journaliste. Ok. Voilà. 16 ans, big goal, tu veux être journaliste plus tard. Aujourd'hui, je suis en école de journalisme. Ok, incroyable. C'est peut-être évident comme question, mais est-ce qu'à 16 ans, tu pensais que ce genre de choses pouvait arriver à des gens? Je savais que ça pouvait arriver, je savais pas à qui, je savais pas comment. Ouais. Ce jour-là, tu étais avec une amie, et c'est en partie à cause d'elle que tu t'es un peu retrouvé dans cette situation? C'était quoi ta relation avec elle à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, ça faisait 2-3 ans que je la connais. Ok, donc ça fait quand même un moment quoi. Ouais, voilà. Ok, et vous vous côtoyez souvent ou pas trop? Aujourd'hui, plus tellement. Et à l'époque? À l'époque, beaucoup. Beaucoup. Vous étiez ensemble dans la même classe ou pas du tout? Juste, Au collège, oui, en 3ème, quand on s'est rencontrés, on était dans la même classe. Ok, c'est ça qui a fait que vous vous connaissiez finalement. C'est ça, elle était nouvelle. Replaçons peut-être un peu le contexte. Donc tu as 16 ans à ce moment-là, un jour qui est censé être heureux. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors du coup, c'est le jour de mon anniversaire. Je pense que c'était un peu en période de Covid. Et du coup, j'avais de la famille qui était venue pour fêter mon anniversaire. Je reçois du coup un message de mon amie qui me demande qu'elle voudrait me voir, qu'elle connaît un gars et tout. C'est un peu bizarre, mais j'ai envie d'aller la voir. À ce moment-là, t'es seule ou t'es avec ta famille du coup? Je suis avec ma famille. Du coup je demande à mes parents si je peux aller, c'était un peu plus bas de chez nous, du coup je demande si je peux aller la voir vite fait. À ce moment-là, ma mère elle aimait pas cette copine. Elle l'aimait pas, du coup j'avais un peu peur qu'ils m'interdisent de la voir et tout. Ils me disent que c'est trop loin et surtout que j'ai de la famille, du coup non. Mais elle dit qu'elle se rapproche du coup de chez moi et que là elle est vraiment juste à côté. C'était sur le parking de Leclerc, du coup c'était vraiment à côté. Du coup je demande à mes parents, ils me disent que
oui, pourquoi pas, je vais juste aller la voir. Du coup, je vais au parking de Leclerc et je la vois pas, mais je vois juste une voiture avec 2 gars et mon ami derrière. Est-ce que juste en lisant le message, t'as remarqué que c'était un peu bizarre, toi, ou tu t'es dit non, c'est chill de ouf Ouais, c'est Est-ce que t'as ressenti un truc particulier? Non, je crois même qu'elle m'a fait un vocal. Ok, Où elle m'a appelé, je sais pas. Et y a pas de truc où tu t'es dit ah là ça commence à être bizarre, là à ce moment-là t'étais en mode c'est chill quoi, au moment donné que tu recevais le message? Ouais, je me suis dit, j'ai ressenti un truc, mais je me suis pas dit qu'il allait se passer quelque chose ou quoi. Ouais. Tu les connais les 2 mecs à ce moment-là Non, je les connaissais pas. J'oublie facilement les visages. Ok. J'oublie les visages. Ouais, donc tu te dis peut-être que tu les as déjà vus, mais... Voilà, c'est ça, en fait, je peux me dire, ah, cette personne, elle me dit quelque chose. Tu vois un peu ta pote, son attitude, est-ce qu'il y a un truc qui t'interpelle elle à ce moment-là? Elle a l'air d'avoir peur, mais elle le montre pas. Genre, elle est un peu crispée, mais elle montre vraiment pas. Et c'est très bizarre. Et on est à quel moment dans la journée à ce moment-là? C'est la nuit, c'est la journée? Non, c'est la journée. En pleine je pense journée, qu'il doit être 15h. Ok, ouais. Donc t'as pas forcément de gros red flags qui s'activent à ce moment-là pour toi. T'es en mode ah ok bon j'ai ma pote, elle est derrière, c'est un peu bizarre mais ok pourquoi pas. Tu t'avances auprès de cette voiture, il se passe quoi à ce moment-là? Ouais, je m'avance auprès de cette voiture et ils me disent de monter. Ok. Tu vois leur visage à ce moment-là ou pas? Ouais, je vois leur visage. Ok, ils sont plutôt amicaux, plutôt... Ouais, je sais plus trop. Enfin, c'est pas menaçant. Ouais, ok. Voilà, c'est pas menaçant non plus. Mais ils me pressent un peu pour rentrer, même si j'ai pas trop envie. Mais j'avais peur. Du coup, je savais pas ce que je devais faire et... T'as peur pourquoi? Je sais pas, j'avais peur qu'on me menace ou quoi et on me force un peu à rentrer. Du coup, je rentre parce que j'ai peur que ça s'empire ou quoi. Ouais. Donc tu te dis, je veux pas d'emmerde. Ouais. Je rentre dans la voiture. Ok. Non, je comprends. Presque pour fuir le problème, tu te dis, il vaut mieux qu'il se passe rien. Il me force un peu à rentrer, ouais. Même si je veux pas, j'ai pas forcé beaucoup plus pour dire non ou quoi. Et toi, tu y es allé tout seul à ce moment-là ou t'as tes parents qui t'attendent dehors ou Non, j'étais seule. Ok, t'es partie solo là. Voilà, okay. j'étais seule. Okay. Je sais que elle les connaissait parce qu'elle me l'avait dit. Okay. Elle m'avait dit qu'elle les connaissait. En fait, il y en avait un qui était intéressé par elle, il voulait la voir et tout. C'était des gens qui habitaient avant dans son ancienne ville. Et du coup, il commence à rouler. Et en même temps, en fait, ils lui ont fait des attouchements et tout, apparemment avant que j'arrive. À ta pote donc. Voilà, et moi aussi, par exemple, on en a fait. Et il faut vraiment que je réalise, en fait, sans vraiment que je réalise. On me touchait la cuisse et tout, on me touchait la poitrine et tout. Et à elle aussi. Et du coup, quand ils ont roulé... Pardon. Non, t'inquiète, je t'en prie. Désolé, j'essaie de pas te couper, mais... Non, pas de souci. Ils ont roulé et ils parlaient dans une autre langue ensemble. Et ils revenaient en français et tout. Ouais. Et ils parlaient surtout de ma poitrine et tout. Ils disaient que ça tombe bien, enfin, j'ai une grosse poitrine et tout. Et ils disaient qu'ils voulaient une vie sur l'autoroute et tout. Du coup, tu comprends à ce moment-là, est-ce qu'ils disent ça en français ou ils disent ça dans une autre langue? Est-ce que tu comprends à ce moment-là que... il y a un truc qui va pas du tout? Je comprenais certains mots et ils revenaient en français et tout. Et en fait, apparemment, ils avaient dit à ma pote si elle connaissait une amie et tout, pour justement, pour que je vienne. Ouais, et en fait, ouais. Du coup, elle m'a appelé moi, mais en espérant que j'arrive à la sortir de là. Ou que tu l'arrives à la sortir du bourbier, quoi. Okay. Ouais, voilà. Ok. Et c'est à quel moment où tu te dis, ah ok, là il y a un truc bizarre? Là, il y a un truc pas net dans ce qui se passe? J'ai dit vraiment, laissez-moi sortir. Et en fait, ils se sont mis à rigoler. Pendant qu'ils étaient en train de couler? Que je criais, oui, je criais, j'ai dit ouvrez la porte, je veux sortir. Donc là vous êtes en pleine route et t'es en mode, en fait il y a un truc qui va pas du tout, c'est pas normal ce qui se passe, et tu cries pour qu'il s'arrête et qu'il te laisse partir de la voiture quoi, finalement. C'est ça. C'est hyper courageux comme move. Vraiment, et elle en fait, elle savait pas quoi faire, elle rigolait mais de gêne. Ouais. Et elle me regardait, elle savait pas, elle tremblait aussi. Je la voyais trembler et je savais que il y avait un truc qui va pas et fallait sortir vite. Et dans ta tête, tu penses quoi à ce moment-là? Je me suis dit que c'était la fin, genre ils vont nous laisser sur l'autoroute et c'est fini. Genre, je savais pas quoi faire. En fait, encore aujourd'hui, j'ai des petits traumas, genre je m'en rappelle et c'est assez traumatisant en fait de se dire ça.
Et les portières, elles étaient verrouillées. On pouvait pas... Ouais, tu peux... Ok, en plus, ils ont verrouillé les portes. Ouais, les portières... Tu t'en es rendu compte quand ça, direct ou... Ouais, quand j'ai essayé d'ouvrir sur... Vraiment, je voulais sortir, même si la voiture elle était en route. Ouais. J'en avais rien à faire, je voulais partir. Est-ce que t'as essayé avant ça de raisonner ton ami? Est-ce que t'étais en mode, ok, là il y a un problème, il faut qu'on parte? Enfin, on faisait des appels de regard. On disait, Ok. on se regardait, on disait, mais il se passe quoi? C'est la merde, en fait, genre... pourquoi et je lui ai demandé en message, on me parlait du coup en message un peu à ce moment-là, pourquoi tu m'as fait venir et tout. Et elle disait bah je sais pas, il voulait que j'arrive une pote et tout et je savais pas quoi faire. Avant peut-être d'aborder ta fuite, tu dis que t'as cherché à sortir du véhicule plusieurs fois. Comment? T'as frappé la porte, t'as essayé d'ouvrir les portières? J'ai essayé d'ouvrir les portières, j'ai crié, j'ai dit laissez-moi sortir, je voulais sortir, je pouvais pas, limite j'arrivais pas à respirer, je toquais, je dis mais laissez-nous sortir, c'est bon, arrêtez la voiture. Ouais. Et ta pote elle faisait quoi pendant ce temps? Non, elle faisait rien, elle me regardait, elle riait de gêne, mais c'est tout, je savais pas quoi faire. Est-ce qu'elle était un peu tétanisée finalement du moment ou... Ouais, elle était tétanisée du moment. Ok. Et eux, pendant que tu criais, pareil, ils rigolaient comme tout à l'heure ou... Ouais, ils rigolaient. Il y a un moment qui est hyper fort, tu dis que tu réussis à t'échapper. Et donc, c'est à quel moment tu te dis, ok, là c'est mon moment, si on a un, c'est maintenant, la voiture elle s'arrête. Pourquoi ils s'arrêtent d'ailleurs, on sait Juste ils en avaient marre que tu criais derrière ou tu... Je sais pas. Peut-être qu'ils voulaient absolument qu'on ait peur ou quoi. Au moment où j'ai ouvert les portières, ils se sont remis à rouler. Et du coup, là, j'ai ouvert grand et je nous ai fait vite sortir. Ok. Donc, vous êtes sur la route, ils se mettent du coup un peu de côté, c'est ça? Ou bien, ils se mettent un peu de côté. Et là, tu vois que tu as la possibilité de sortir. Tu forces la porte, tu l'ouvres. On était encore dans ma ville à ce moment-là. Ok. Du coup, ça... Et tu fais quoi? Tu prends ta pote par la main et vous sortez comme ça du... C'est ça. Putain, c'est ouf. J'avais pas la laisser parce que... Ouais, bah oui, bien sûr. Et en fait, ils pouvaient pas nous rattraper parce que du coup, on passait dans un chemin où c'était impossible d'accès pour les voitures. Ouais, bien sûr. Ils étaient obligés de sortir de la voiture pour... c'est ça. Et toi, à ce moment-là, tu pensais à quoi? Tu te dis, j'espère qu'ils sortent pas de la voiture pour me courir après ou C'est ça, mais du coup, on courait vite, on s'est dépêché jusqu'à qu'on soit vraiment... qu'ils peuvent plus nous atteindre en tout cas. Ouais. Et vous avez croisé des gens, sur le chemin ou... Il y avait... oui, on a du coup croisé des gens en chemin, mais... Mais ils n'ont pas capté forcément ce qui vient de se passer, quoi. Vous en avez pas forcément parlé à quelqu'un ou vous êtes juste dit, on trace et on verra plus tard? C'était quoi un peu le... Je crois qu'en fait, il y avait des gens d'elle qui nous suivaient. Justement, son ancien copain, qui suivait avec un de ses potes et tout en vélo. Et après, quand on a fini, ils nous ont recroisés. T'as un peu d'infos sur ce qui s'est passé avant? Un peu comment est-ce qu'elle les connaissait ou... Ouais, c'était des gens qui habitaient dans la ville où elle habitait avant. Et du coup, il y avait un gars qui lui avait donné, par exemple, qu'il voulait la revoir, il lui avait donné un parfum et tout, il lui avait fait des attouchements, il lui avait fait s'il lui avait fait ça. Et après, il lui a demandé s'il y avait une pote ou quoi. Et c'est là qu'elle m'a appelée. Ils avaient quel âge? Ils avaient 20 ans, vous aviez 16 ans, c'est ça? L'autre gars, je sais plus, il avait quel âge. Il devait pas être très jeune. Suite à cette fuite, pour un peu poursuivre dans la chronologie, vous arrivez, vous vous dites, ok, là, on est safe. En tout cas, vous espérez être safe. C'est quoi votre conclusion à ce moment-là? Vous dites, ok, on a failli se faire enlever. Vous vous sentez comment à ce moment-là? Après, on va chez elle. On va chez elle pour en fait réussir à se sentir, on va dire, en sécurité et repenser à ce qui s'est passé. Et c'est ça que... penser un peu à ce qui s'est passé et avoir... redescendre la pression, en tout cas. Parce que moi, j'allais pas bien, en tout cas. Et elle? Elle aussi, mais elle le montrait pas. Après, je me suis dit, mais vraiment, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des nouvelles des deux mecs? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est quoi les... Non. Je savais même pas comment ils s'appelaient, je sais même plus leur visage aujourd'hui. Et t'as jamais cherché à peut-être réenquêter sur eux ou savoir s'ils avaient peut-être fait ça avec d'autres personnes ou... Terrifiant, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous avez trouvé plus terrifiant cette première affaire ou la deuxième affaire qu'on va traiter dans cette vidéo et que vous vous apprêtez à voir. N'hésitez surtout pas à me dire votre avis sincère sur les affaires que vous avez trouvées. Bref, attaquons avec la deuxième affaire. Elle pensait vivre une enfance ordinaire. Elle a été kidnappée, puis par sa propre tante.
20h41, Congo. Une fillette de 8 ans assiste en silence à l'enterrement de sa mère. Elle avait été assassinée quelques jours plus tôt. Le soir même, dans la confusion du deuil, elle disparaît. Enlevée par sa tante, arrachée à sa vie, cachée sous une fausse identité. Prisonnière, 2 ans d'enfermement, de vie, de solitude. À 15 ans, elle est brisée dans ce qu'elle a de plus profond. Mais elle refuse de laisser son histoire s'éteindre. Elle prépare sa fuite. Un soir, elle s'échappe. Sans bruit, sans bagage, juste avec de l'espoir. Pourchassée par ceux qui voulaient la garder captive, comment a-t-elle réussi à tromper la vigilance de ses ravisseurs? Comment a-t-elle survécu seule, sans argent, sans identité? Vous saurez tout dans les moindres détails. Bienvenue dans StoryCube. Une fois, j'ai failli mourir brûlée dans un pneu. J'ai pas entendu, pardon. Une fois, j'ai failli mourir brûlée dans un pneu. Ouais. Je me mettais à genoux, il y avait un pasteur qui priait sur moi et qui disait qu'en gros, j'avais le mal en moi, qu'il fallait que ça sorte. J'ai aussi été agressée. Je me rappelle juste qu'ils me disaient on joue à papa et maman. Et au Togo, c'était par une femme. Je la voyais tous les jours. Je me pose plein de questions, je me dis mais pourquoi elle me touche? Qu'est-ce qui se passe? Genre pour moi c'est les hommes qui font des trucs bizarres comme ça, pas les femmes. Enfin on me surnomme Cendrillon. Moi je viens d'arriver du bled donc je sais pas c'est qui Cendrillon. Et en fait je vis sa vie, mais en 2 fois pire. Je me fais frapper, je fais à manger, je fais le ménage. Quand ces filles font des bêtises, c'est moi qui me fais frapper. Elles me prennent pour une poupée. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube j'accueille Aqua. Kidnappée et cachée au Togo pendant 2 ans. Elle a vécu l'enfer. Elle a grandi dans la violence et a finalement réussi à s'échapper. Aujourd'hui, on a la chance de l'avoir dans cette vidéo pour nous raconter son histoire dans les moindres détails. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement dans le vif du sujet et qu'on aborde un peu d'abord ton enfance, ce que tu t'en souviens. Jusqu'à tes 5 ans, tu vis plus ou moins normalement, j'imagine. Alors, ma vie à ce moment-là, elle est un petit peu spéciale dans le sens où qu'en fait, ma mère, elle est tombée malade. Ouais. Elle pouvait plus rien faire en fait. Elle était devenue un peu comme un enfant. Ouais. Et il y avait mon père qui était encore en vie. Lui, c'était plutôt Monsieur Travail. C'était un petit peu ça et j'étais élevée par mes tantes. T'es où à ce moment-là? Enfin, t'es dans quel pays Au Congo. Ouais. J'avais fui l'école comme à mon habitude. Et je me suis assise à côté d'elle, sauf que ce jour-là, j'ai entendu du bruit. Du coup, en fait, je me suis cachée sous le lit. Il y a une personne qui est rentrée par la fenêtre, une dame. J'ai pas vu son visage. Elle s'est mise au-dessus du lit de ma mère. Et en fait, ma mère, elle a commencé à convulser. Et la dame, elle a fui par la fenêtre. Et moi, je suis sortie du lit, j'ai commencé à crier, j'ai appelé tout le monde et tout. Et en fait, au même moment, mon père est rentré du travail. Donc, il est arrivé, il a attrapé sa femme, il a essayé de courir avec elle à l'hôpital. Mais c'était déjà trop tard. Tu ressens quoi, toi, à ce moment-là, quand tu comprends ce qui se passe? Pas du tout. Déjà, je me suis dit... jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, c'est qui cette femme? Parce que je pense que j'ai réellement eu un blocage. J'arrive pas à mettre un visage sur cette personne. Ouais. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça me hante un petit peu, je dirais. Et j'étais complètement paniquée. Tu dis que tout a basculé après ça. Mais juste avant, quel souvenir tu regardais de ta maman Une femme super joyeuse, vraiment très solaire. Je suis son portrait craché par exemple. Elle s'est accouchée toute seule, c'est ce que les gens lui disent. Mais une femme solaire, super, le cœur sur la main, qui aide beaucoup de personnes. Donc tu dis qu'il y a un événement très marquant qui déclenche en fait toute cette histoire, c'est le décès de ta mère. Qu'est-ce qui se passe du coup, juste après ce décès? Alors juste après ce décès, en fait c'est le soir de son enterrement que j'ai été enlevée. Ils en ont profité le soir de son enterrement vu que tout le monde était triste, tout le monde était à l'enterrement. J'étais avec toute ma famille et en fait quand je me suis réveillée, j'étais dans un avion. C'est la personne qui m'accompagne, je ne reconnais pas son visage. J'ai reconnu le visage des autres personnes qui nous ont accueillis au Togo par contre. Ouais. Tu réalises à ce moment-là qu'on est en train de te kidnapper je comprends pas du tout ce qui se passe. Et il te dit quoi, la personne qui t'accompagne à ce moment-là? Que je dois rester à côté d'elle, que je dois pas bouger, que je dois rester sage, que je dois écouter. Ensuite, t'atterris quelque part. T'atterris où? Qu'est-ce qui se passe? On a atterri au Togo. Il se passe quoi après ce moment-là, dès que t'atterris? Du coup, on m'amène chez une famille, de la famille qui allait m'accueillir. Et en fait, c'était des amis à la personne qui m'a kidnappée, c'est-à-dire ma tante maternelle. Tu reconnais ces amis à ce moment-là? Non, je les connais pas. Je les connaissais pas vraiment. Il y avait un seul visage que je connaissais, on va dire, via des photos, mais encore, c'était pas vraiment clair, quoi.
Il se passe quoi dans ta tête quand tu les rencontres, tu les vois, Je suis paniquée, je suis pas bien. J'essaie de poser des questions, mais j'y arrive pas vraiment parce que vraiment, enfin, ma timidité et mon stress fait que je suis bloquée. Toi, tu veux retrouver ton père, par exemple? Ouais, bah oui, frère? pour moi, enfin, il me reste plus que mon père, vu que je venais de perdre ma mère, donc je me dis, enfin, c'est la seule personne que j'ai envie de voir là actuellement, quoi. T'arrives donc là-bas, tu fais leur rencontre, il se passe quoi après ça? Les prochains jours, les prochaines semaines? Alors, au Togo, c'était un petit peu difficile. Parce que, bon, du coup, je vais aussi parler d'un phénomène qui se passe au Congo, qu'on appelle, le phénomène des enfants sorciers. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Dès qu'un enfant, en fait, il perd ses parents, bah, il est un peu abandonné, sauf s'il y a une tante qui a un bon cœur pour s'occuper de l'enfant, bah, il va être abandonné à la rue. Il va être accusé, en fait, d'être un enfant sorcier. En gros, pour être dehors. Parce qu'ils sont très religieux. Enfin, au Congo, c'est beaucoup la religion, la confiance au pasteur, les trucs comme ça et tout. Et du coup, bah, j'étais considérée comme enfant sorcier. J'étais maltraitée, j'étais frappée. Une fois, j'ai failli mourir brûlée dans un pneu. J'ai pas entendu, pardon. Une fois, j'ai failli mourir brûlée dans un pneu. Ouais. Bah, en fait, c'est les genres de trucs qui arrivent aux enfants qu'on considère enfants sorciers. Tu peux mourir brûlée dans un pneu. Genre vraiment, genre on te met à l'intérieur du pneu et on met le feu. Et voilà. Ouais, ça a failli m'arriver, mais je saurais pas expliquer comment ça s'est passé pour qu'on m'en sorte. Et en fait, je pense qu'il y a un adulte qui a dû arriver. Et ça. Je me rappelle juste, j'étais à l'intérieur, je suis en panique, il y a déjà le feu qui commence à brûler, j'ai fermé les yeux et après je me retrouve dehors. Donc t'es à l'intérieur d'un pneu Ouais. et on brûle, je connais pas du tout ça. On brûle le pneu? Ouais. On met de l'essence dessus ou juste ça brûle comme ça? Si, enfin, ils mettent soit un liquide, je saurais pas te dire parce que moi, Ouais, vraiment, bien sûr. c'est le seul souvenir que j'ai. Ils mettent donc du liquide, ils font brûler le pneu tout autour et toi t'es à l'intérieur et Ouais. tu brûles petit à petit. C'est ça. Comment ça se passe? Donc ça arrive dans les premiers mois déjà où t'es là-bas ou... Au tout début, c'était en douceur et après, en fait, c'est au fur et à mesure que c'était crescendo. Et en plus de ça, tous les jours, j'avais le droit à des délivrances avec des pasteurs différents. Ok, c'est quoi genre? Qu'est-ce qui C'est se passe? genre, tu viens, enfin, je venais, en fait, il y avait un pasteur, je me mettais à genoux, il y avait un pasteur qui priait sur moi et qui disait qu'en gros, j'avais le mal en moi, qu'il fallait que ça sorte. Ok. Ouais, Et il faisait quoi? Il faisait juste une prière pour faire sortir le mal qui est... c'est ça. Comment ça se passe là? Combien de temps tu restes là-bas Au Togo, au Togo? pendant 2 ans. Tu disais que tu ne mangeais pas à ta faim non plus là-bas? Ouais, c'était vraiment maltraitance vraiment jusqu'au bout. Enfin, pour moi, tout était violent. Mais déjà, de ne pas pouvoir manger, de me faire frapper, d'être toujours mis dans un coin. J'avais pas vraiment de lit, je dormais sur un matelas comme ça. Ouais, je dormais sur un matelas comme ça. Ils ont mis un matelas par terre et tu dormais... En mode comme ça, ouais. Et t'avais le droit au moins à aller, je sais pas moi, à la douche ou aller... Oui. Ouais, la douche, ouais. Il y a eu d'autres types de violences que t'as subies, à part des violences physiques comme ça, tu vois? Bah, psychologique. Pour moi, il y avait le psychologique et j'ai aussi été agressée. Comment c'est arrivé? Alors, bah, c'est arrivé à 2 reprises, au Togo et au Congo. Au Congo, c'était par un cousin. Je me rappelle juste qu'il me disait on joue à papa et maman. Ouais. Il avait quel âge? Lui, je saurais pas dire. Mais genre... Il était plus vieux que moi, mais je saurais pas dire quel âge il avait. Et vu que c'était avant que je quitte Et toi, t'avais quel âge? Bah, je devais avoir dans les 4-5 ans. Ouais, c'est ça. C'était avant de partir, avant de quitter, ouais. Et je me rappelle juste de ça, qu'il me disait on joue à papa et maman. What the fuck? Et au Togo, bah, c'était par une femme. Ouais. Et que tu connaissais, que tu connaissais pas? C'était Non, c'était la fille de quelqu'un qui était, enfin, de la personne qui avait la maison. Et c'est justement pour ça que j'avais le droit à des douches aussi, parce que ça se passait pendant la douche. Quand tu dis ça se passait, c'est-à-dire que ça s'est passé plusieurs fois ou... On me faisait des attouchements. Je la voyais tous les jours. Elle avait quel âge? Enfin, c'est quoi le... Je saurais pas dire. Bah, au jour d'aujourd'hui, enfin, elle est en France et tout. Hein. Je la vois encore. Toi, du coup, t'avais genre 7 ans? 6 ans? Bah là, 8 ans? je pense, non, là, je pense que je devais déjà avoir 6-7 ans. Tu réalises à ce moment-là ce qui se passe ou... Non, je me pose plein de questions. Je me dis, mais pourquoi elle me touche? Qu'est-ce qui se passe? Genre, pour moi, c'est les hommes qui font des trucs bizarres comme ça, pas les femmes.
Parce que vu que c'était déjà un homme qui m'avait fait, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Tu restes combien de temps au Togo, du coup, 2 ans, tu m'as dit? Ouais, normalement c'était 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans? Comment t'arrives à partir? Qu'est-ce qui... Alors en fait, il s'est passé un truc où ils m'ont fait une délivrance. Et en fait... Une délivrance, c'est toujours c'est un mec qui arrive et qui prie... Voilà, un pasteur qui arrive et qui prie. Quand ils m'ont fait la délivrance, en fait, j'ai craché quelque chose et ils ont dit c'est bon, le mal il est sorti. Pour eux, c'était ça. Ça se trouve, c'était juste un glaire qui était sorti. Mais pour eux, c'était le mal il est sorti. Et en fait, à partir de ce moment-là, je n'étais plus considérée comme une enfant sorcier. Après ça, en fait, la personne qui m'avait accueillie, elle a prévenu ma tante. Et en fait, après, ça a été la préparation de mon départ du Togo. J'ai pas trop compris parce que du coup, au Togo, en fait, j'étais mieux traitée vu que le mal était parti et que j'étais plus considérée comme un enfant sorcier. Et du coup, j'étais mieux traitée. Et d'un coup, on me dit tu vas partir en France et on me ramène en France. Donc moi qui me disais que tout ça c'était fini, mais au final, en fait non. T'arrives en France et qu'est-ce qui se passe? J'arrive en France, du coup on arrive d'abord à Paris. Un truc très bizarre, on était parti à Château-Rouge. Et en fait là-bas, je sais, tu connais Château-Rouge? Ouais, okay. Mais peut-être les gens, pour ceux qui connaissent pas, du coup, oui, c'est vrai. C'est un peu style, comment dire, c'est un peu le bled, mais en miniature, sur Paris. Et là-bas, il y a beaucoup de Congolais. Et en fait, vu que c'est un espèce de marché, on avait fait un tour là-bas. Et moi, en fait, je pensais qu'on était repartis au Congo. Ok, ouais. Parce que j'étais petite, je les entendais tous parler lingala. Je me suis dit, on est rentrés, genre enfin, je vais retrouver mon père, alors que pas du tout. Et en fait, après ça, c'était le train et Montpellier. J'arrivais à Montpellier, c'est là où je vais réellement vivre et habiter. Chez ma tante, la grande sœur de ma mère, du coup, celle qui a orchestré tout ça. Pour que je comprenne bien, ça veut dire que ta tante, elle t'a peut-être envoyé au Togo pour faire extraire ce truc de l'enfant sorcier, puis ensuite elle t'a ramené en France pour... Ouais, mon raisonnement, en tout cas, d'après elle, c'était ça. Du coup, j'arrive en France, j'arrive à Montpellier, je la découvre elle, et je découvre sa famille. Elle a 5 filles. On me surnomme Cendrillon. Moi, je viens d'arriver du bled, donc je sais pas c'est qui Cendrillon. Et en fait, je vis sa vie, mais en 2 fois pire. Vraiment, la vie de Cendrillon, en mode, je suis la boniche, je me fais frapper, je fais à manger, je fais le ménage. Quand ces filles font des bêtises, c'est moi qui me fais frapper. Elles me prennent pour une poupée, une petite esclave. Quand je suis arrivée au début, on va dire que c'était calme, parce qu'en fait, il y avait, je sais plus si c'est sa mère ou une tante, mais pour moi, c'était ma grand-mère. Elle était venue en fait du Congo en France en mode pour que je sois moins effrayée. Parce qu'elle et moi, on était là-bas au Congo ensemble. Donc quand elle est arrivée, on va dire que ça se passait bien parce qu'elle a été présente. Donc j'étais pas maltraitée, j'étais pas utilisée, c'était pas bizarre. Et en fait, je lui parlais que à elle. Et après, en fait, quand elle est repartie, c'est là que tout a repris, ce truc où je suis maltraitée, je faisais la vaisselle, je faisais la maison. Genre, il fallait même que je me lève plus tôt pour faire la maison avant d'aller à l'école. Il y a un événement marquant que tu as vécu à ce moment-là où tu te dis, là c'était une dinguerie, tu vois. Alors, le jour où j'ai demandé après mon père, la seule fois où j'ai osé demander après mon père. Ça s'est passé comment? Très mal. J'ai demandé à ma tante. Et en fait, elle m'a enfermée dans une chambre et elle m'a frappée toute l'après-midi. Et du coup, après ce jour-là, j'ai plus jamais demandé après mon père. Tu vis combien de temps avec ta tante? Combien de temps j'ai vécu avec eux? Ouais, avant de mes 7 ans à mes 15 ans. Tu vis plus longtemps chez ta tante que tout ce que j'ai vécu. Que tout ce que t'as vécu, ouais. Ouais, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment après où je pensais que c'était fini, mais en fait... C'était quoi ta routine pendant ces 8 années? C'était tout le temps la même chose. Je me lève vers 6-7 heures. Je fais le ménage. Je prépare le petit-déj. Ces enfants mangent. Moi, je mange un petit peu et je vais à l'école. Quand je reviens, je dois faire la vaisselle. Je dois prévoir et organiser un peu à manger. Ce qu'elle va faire, je l'assiste, je suis à côté d'elle. Quand on finit de faire à manger, je mets la table. Je sers tout le monde. Après, c'est moi. Et quand j'ai fini de faire à manger, que tout le monde a fini, je débarrasse, je fais la vaisselle. Et tu refais la même chose le lendemain? Tous les jours, c'était ça. Pendant 8 ans? Tous les jours. T'as essayé, toi, d'en parler à des gens quand il y a des gens qui venaient à la maison, quoi? Ouais, un petit peu. Mais j'en parlais très timidement. Et après,
quand on va dire j'en parlais un petit peu, ou en fait elle m'isolait beaucoup. Ouais. Elle m'isolait énormément, donc ça veut dire que quand elle me voyait un petit peu proche de quelqu'un, ou en train de parler à quelqu'un, bah du coup elle venait. Donc elle s'intégrait à la conversation. Et ensuite elle me disait de partir. Donc je pouvais pas vraiment parler non plus. Mais les gens voyaient. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ben, ça y est, ça va être ça toute ma vie Il y a eu des moments, ouais, mais je voulais pas. Je me disais, je peux pas vivre ça toute ma vie. Et quand j'ai commencé à me dire ça, bah, en fait j'ai commencé à penser. T'as déjà fait plus que penser Ouais. En tout, j'ai fait 6 tentatives de suicide. Comment c'est... Bah, en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que il y avait quelqu'un qui intervenait. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais il se passait toujours quelque chose pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne, on va dire, m'aider ou me sauver un petit peu. J'ai voulu sauter par la fenêtre, il y a quelqu'un qui a ouvert là en mode de « qu'est-ce que tu fais ?» Du coup, bah, je descends du truc. J'ai voulu me prendre la même chose, on me surprend. J'ai voulu boire tu sais, l'eau de Javel, là. Ouais. Pareil. Des médicaments, bah, pareil. On m'a retrouvé, lavement d'estomac, des trucs comme ça. Mais à chaque fois, il se passait quelque chose. Et la toute dernière fois, je saurais même pas... En fait, j'avais pleuré, j'ai voulu me couper les veines, mais j'avais tellement pleuré, je crois que j'étais épuisée et je me suis endormie. Ouais. Je me suis réveillée, genre le truc, il était là et j'ai pas compris. Tu t'es sentie un peu séquestrée durant cette période-là, ou bloquée ou... Ah, tout le temps. Je l'étais tout le temps, j'étais tout le temps épiée, tout le temps. Je pouvais rien faire. Tout était contrôlé, tout était... Même mes amis de l'école. Hein. Une fois, dis-toi, il y a une amie d'enfance. Elle était venue à la maison pour venir me chercher pour qu'on joue juste devant la maison. Ma tante, elle lui a balancé un seau d'eau pour la virer. T'avais pas le droit de voir des amis du coup? Non, j'avais pas le droit de sortir, il me fallait des excuses pour sortir. Du coup, je m'étais mis au sport. C'était un peu mon échappatoire en fait du coup. Et grâce à ça, bah, du coup, j'ai réussi à me faire inscrire à l'athlétisme. Et c'était vraiment mon endroit préféré. Cette période, elle va durer 8 ans, tu m'as dit. Comment elle se termine? C'est quoi la suite de cette période? Alors, comment ça s'est terminé? Bah, c'est quand j'ai failli me faire violer dans sa maison. Ouais, par un pasteur. Et en fait, le pasteur, bah, il dormait dans une chambre à côté. Okay. Moi, j'étais sur l'ordinateur et en fait, il est venu me voir. Et en gros, il m'a tendu un billet de 5 €. Il me donne et tout. Et il me dit, tiens, je t'achèterai des bonbons. Donc moi, je suis jeune, tu me donnes un billet de 5 €. Bah merci, pasteur. Ouais. Et en fait, il s'attendait à ce que je le remercie d'une autre manière. Moi, je lui ai juste dit merci comme ça, parce que du coup, déjà, j'avais du mal aussi avec le contact physique. Et en fait, bah, je suis restée là en mode, bah merci. Et lui aussi, il est resté là, me regardant en mode, il attendait quelque chose. Et après, en fait, il s'approchait de moi. Déjà, j'étais comme ça. Et après, en fait, il m'a fait une bise. Il m'a fait une deuxième bise. Et en fait, la troisième, il m'a mis sa langue dans la bouche. Ouais. Et j'ai crié, je l'ai poussé. Et je commençais à crier. Je savais pas quoi faire à part crier, me débattre. Parce que en fait, j'avais peur. Pour moi, on était seuls dans la maison. Donc, à part faire ça, ou peut-être, parce qu'il y avait des escaliers, en fait, là où j'étais, peut-être sauter. Enfin, pour moi, c'était que faire des trucs bizarres pour qu'il s'éloigne. Ouais. Et en fait, j'ai tellement crié qu'en fait, ça a réveillé sa fille. Et lui pensait aussi qu'on était seuls. Et en fait, il y avait sa fille qui dormait dans la chambre. Donc, c'était ma chance. Et dès qu'elle m'a entendue, elle est sortie de la chambre. Elle arrive à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Elle m'apprend. On est restés, elle et moi, dans sa chambre, en attendant que les parents y rentrent du travail. Elle avait quel âge, la fille? Je pense qu'à cette époque, elle devait déjà avoir au moins la vingtaine. Ok, ouais, je pense. Parce que donc elle a compris ce qui pouvait se passer pour toi. Ouais, elle a compris direct. Et du coup, en fait, on les a attendus, ils sont rentrés. On a fait une réunion de famille. Et moi, je m'attendais... Parce que je me suis dit, vu que sa fille, elle a réagi comme ça, je me suis dit, ses parents, forcément, il va se passer quelque chose. Mais, enfin bref, les choses se passaient jamais vraiment comme je voulais, parce que moi, j'avais toujours de l'espoir, mais eux, ils étaient pas de mon côté, quoi. Et du coup, en fait, elle a dit, il doit avoir l'habitude de faire ça au bled. C'était ça, sa phrase. Et du coup, elle a laissé. Et le monsieur, il dormait dans la même maison que moi. Et toi, tu fais quoi après ça, du coup? Tu te sens comment, déjà, à ce moment-là? Après ça, insomnie. Je peux plus dormir. Je suis censée dormir, mais j'entends du bruit, je me dis, le gars, il est en train d'essayer de dormir dans la chambre, du coup. Même si je dors pas toute seule, mais pour moi, c'était que ça. Les cauchemars que je fais, c'est ça. J'arrive plus à dormir la nuit. J'avais des marques sur le corps, des traces de tout comment j'étais frappée. Et en fait, il y avait aussi une convocation à l'école.
ma tante, elle est pas partie, elle a envoyé sa fille. Et sur le chemin, en fait, quand on y allait, elle m'a menacée, sa fille. Elle m'a dit, ouais, si t'as dit quelque chose, tu vas voir que ce que t'as déjà vécu, c'était rien. Putain. Ouais. Sa plus grande fille, elle m'a dit ça. Et du coup, là, de là, je me suis dit, non, mais en fait, même si tu meurs, en fait, ça fait rien, en fait. Ouais. Donc, autant mourir ailleurs. Donc, je me suis dit, il faut que je parte d'ici. Et du coup, ma copine en question, à qui elle avait balancé le seau d'eau, là, sa mère, elle était au courant de tout ce qui se passait. Elle en avait marre, la mère de ma copine. Donc t'es partie chez la mère d'une de tes copines. Voilà, elle m'a gardée pendant quelques jours, mais vu que j'étais mineure, elle risquait d'avoir des problèmes, elle voulait m'adopter et tout. Ça allait être long, procédure et tout. Juste quand tu fugues, tu fugues comment? Il se passe quoi à ce moment-là? Genre c'est la nuit, tu prends tes affaires, tu cours? Non, c'était en mode école et je suis pas... Et t'es pas rentrée, quoi? Voilà, c'est ça. T'es allée chez ta pote? Voilà. Et je suis pas rentrée, mais elle savait que j'étais chez une amie, mais elle savait pas laquelle. Ouais. À la mère du coup de ta pote, tu lui dis tout ce qui t'arrive chez toi? Est-ce que tu balances tout en donné? Oui, elle est au courant de tout. Qu'est-ce qui se passe après? Ta tante, elle essaie de te retrouver? Quand je faisais l'athlétisme, on va dire que c'est un petit quartier, donc tout le monde se connaissait un petit peu. Donc les gens savaient que j'avais disparu, entre parenthèses. Ouais. Et du coup, vu qu'elle risquait d'avoir des problèmes, j'étais repartie chez ma tante, parce que j'avais pas le choix. Et en fait, quand je suis réellement partie définitivement, là, à cette époque-là, c'était quand j'avais rencontré mon tout petit premier copain, via les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, je parlais avec lui, je lui expliquais ce que je vivais. Et lui, pareil, il n'était pas d'accord, il n'était pas bien. Donc, il habitait à Paris. Donc, il avait fait Paris-Montpellier pour venir me voir. Et en fait, quand il est venu, c'est là que j'ai pris le courage en fait, de réellement partir, parce que je me sentais pas toute seule. Ouais. Et tu pars comment à ce moment-là? Tu prends toutes tes affaires, tu t'en vas? Je prends quelques affaires et je pars, c'est tout. Tu les préviens pas? Non, je suis juste partie. Après, on m'a plus vue et vu que là, j'étais avec une personne que les gens ne connaissaient pas. Donc là, vraiment, les gens ne savaient pas où j'étais. Ouais. Quand on me voyait dans la rue, ça faisait c'est elle. Des trucs comme ça. Ouais. Genre, je me cachais tout le temps. Genre, je vivais la nuit. Tu dormais où, du coup, entre le moment où t'as été passé en famille d'accueil et entre... Alors, en fait, mon tout petit premier copain, il avait un ami à lui qui lui avait laissé son logement. Ok. Et il était parti à l'île de la Réunion et du coup, lui a laissé son logement et du coup, on était là-bas. Et après, vu que ça devenait compliqué, c'est là, en fait, je me suis dit, c'est plus intelligent de partir en famille d'accueil, quoi. T'es placé en famille d'accueil. Comment ça se passe? En famille d'accueil... T'as quel âge à ce moment-là, déjà, à peu près? Quand j'ai fugué de chez eux, j'avais 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc t'as à peu près 15 ans. De mes 15 à 18 ans, j'étais plus chez eux. Ok. Voilà. Donc je suis en famille d'accueil. En soi, ça se passe bien. Parce que je suis dans mon coin. Si j'ai envie de parler avec la personne, je lui parle. Si j'ai pas envie, il y a personne qui me frappe. C'est ça. Donc là, je redécouvre un petit peu, on va dire, une autre vie. Parce que ça pourrait être une autre vie, en fait. Ouais. Et au final, après, au bout d'un moment, on m'explique que je dois quand même voir ma famille, que je dois quand même faire des visites avec eux. Parce que du coup, ils considèrent que ta tante, là, c'est ta famille, actuellement. Ouais. Quand j'étais vraiment plus jeune, en fait, elle m'a donné ma carte d'identité dans la main. Et en fait, elle m'a dit, tiens, c'est un document important, tu dois pas le perdre. Et j'ai regardé, et en fait, j'ai vu que je m'appelais Léa, que je portais le nom de famille de son mari, ma date d'anniversaire, qui était le 15 août. J'ai pas trop compris. Elle t'a littéralement fait une nouvelle identité? Ouais, j'ai été adoptée en fait, mais je savais pas. Elle m'a juste donné la carte d'identité et elle m'a dit tiens, ça c'est important, tu dois pas le perdre. Ton prénom de l'époque, du coup, comment tu... En fait, à la base, moi, mes parents ils m'ont appelé Léa, Kevin. Bon, il y a une petite histoire pour le Kevin, c'est pas Kevin comme les garçons, mais voilà, Léa, Kevin. Machingi. Ouais. Normalement, c'est ça que je dois porter comme nom, mais... Et donc, t'arrives en France et tu t'appelles différemment, du coup? Ouais. Tu t'appelles comment en arrivant en France? Juste Léa Kaluangila. Ouais. Le nom de famille de son mari. Ouais. Donc, t'arrives dans cette famille d'accueil, tu redécouvres un peu ce que c'est la vie. Est-ce que, cette fois-ci, tu te poses des questions sur ton père? Est-ce que... t'essaies de le retrouver? C'est quoi un peu la suite? Vu que ma tante, elle m'avait tabassé en me disant qu'il était mort. Pour moi, en fait, dans mon inconscient, il était mort. Ouais, c'est ça. Et comment ça se passe, la suite? Comment par la suite, déjà, moi, vu que j'allais pas bien psychologiquement, j'ai demandé à avoir des psychologues. Du coup, j'ai commencé à avoir un suivi de psychologue. Donc ça, déjà, ça m'a fait du bien. Mais c'est plus le côté de la visite avec la famille où je me disais, pourquoi me forcer à avoir des gens alors qu'ils savent ce qui se passe, quoi. Et d'ailleurs, même ce jour-là, ma famille d'accueil, elle a cru qu'elle allait devenir folle. J'aurais voulu appeler la police pour ma famille.
En gros, ils m'ont fait une délivrance et ils m'ont fait boire de l'eau et de l'huile. Ok. Et du coup, en mode prière, ils ont organisé leur salon, ils ont fait tout un truc, ouais. Ça se mélange pas les deux. Ouais. Donc forcément, ça a fait une réaction. Ouais. Genre mon ventre, il était énorme, il était gonflé, mais genre vraiment, on dirait il allait exploser. Et ma famille d'accueil était pas bien parce qu'elle était ambulancière. Ouais. J'étais mal, j'avais le ventre gonflé, je faisais que... En fait, je vomissais, j'avais des douleurs, je criais, je savais même pas ce qui se passait exactement dans mon corps. Et elle comprenait pas ce qui se passe, elle voulait appeler la police et tout. Mais moi, vu que j'avais l'habitude d'avoir peur de ma tante, malgré que je sois partie en famille d'accueil, je lui ai dit non, ne les appelle pas, laisse, ça va aller, je sais pas, genre ça a passé ou un truc comme ça. Du coup, je me suis forcée à me faire vomir et là, c'est passé. Et j'ai réussi à dormir. Le lendemain, on a essayé d'en reparler. Et je lui ai dit, c'est ce genre de truc que je vivais chez eux. Et à partir de là, en fait, elle m'a dit, t'es plus obligée d'aller les voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et de là, en fait, elle me comprenait un peu plus. Donc, elle comprenait un peu mieux mon personnage très réservé, tout le temps dans sa chambre, qui parle pas, qui, dès qu'on lui dit de faire un truc... En fait, j'étais devenue un soldat. Ouais. On me disait, à table. Je viens, ok, à table. Tu dis que t'as repris contact avec tes frères. En fait, mes frères, ils m'ont retrouvée sur Facebook. Un jour comme ça, je suis sur Facebook et je reçois un message. Coucou, je suis ton frère. Pour moi, j'ai plus de mère, j'ai pas de père. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était eux, ma famille. Je saurais pas dire comment ça se fait, que mon cerveau, il est vraiment oublié. D'après les psychologues que j'ai pu voir, ils m'ont dit avec tous les traumatismes que j'ai vécu, c'est normal. Je peux pas garder autant de souvenirs non plus. Et du coup, je reçois ça comme message. Et en fait, c'est ça, je me suis posé la question. Mes frères, je me suis dit, mais en fait, avec tout ça, mais c'est vrai, ça se trouve, j'ai des frères. Du coup, la personne, elle continue à me parler et tout, mon frère continue à me parler. Il me sort plein de trucs et tout. Je me dis, mais ça, c'est vrai. Mais ça, en même temps, je sais pas. Ça, c'est vrai, mais ça, je suis pas au courant. Et je me disais, mais c'est trop bizarre. Je devenais folle. Après, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, le mieux, envoyez-moi des documents ou des photos. Des preuves, des vraies preuves. C'est ça, de là, je reçois les preuves. Et c'était vraiment mon frère. Tu reçois quoi comme preuve mon acte de naissance. C'est là que je vois qu'à la base, je m'appelle Léa Kevin Machingi, que j'ai une autre date d'anniversaire, qui n'a rien à voir. Ma vraie date d'anniversaire, c'est le 15 juillet 1992, alors que la fausse, c'est 15 août 1993. Je vois le nom de mon père, genre vraiment en mode pour de vrai. Et je vois son visage aussi, parce que j'avais complètement oublié son visage. Ma mère non plus, j'avais pas de photos, à part les souvenirs que moi j'avais dans ma tête, quoi. Donc là, je me vois avec mes frères aussi, ils m'envoient une photo où j'étais avec eux. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment mes frères. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? J'ai cru que j'allais devenir folle. Mais vraiment, genre pendant 3 mois, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai souri, j'ai pleuré, vraiment. Ensuite, j'ai essayé de contacter ma tante, parce qu'à cette époque-là, je parlais encore un petit peu avec elle. Et en fait, je l'ai contactée. Et avant de la contacter, j'ai fait une prière. Et j'ai dit, j'en ai marre du mensonge, je veux la vérité, tout ça et tout. Et en fait, quand je l'ai appelée, je sais pas pourquoi, mon intuition m'a dit, lui dis pas directement que t'es au courant de ce qui se passe, que tes frères, tout ça et tout. Je l'appelle et en fait, je lui dis, au fait, je suis née à quelle heure? Et en fait, inconsciemment, elle me répond, au fait, ta date d'anniversaire, ils se sont trompés. J'ai dit, ils se sont trompés. J'ai dit, qui se sont trompés? Elle dit, l'administration française. Genre, elle met tout sur le dos de l'administration française. J'ai dit, mais toi, t'es une maman, t'as 5 enfants. T'as eu 4 enfants avant, 3 enfants avant moi. Et comment ça se fait que l'administration se trompe sur la date d'anniversaire de ton enfant? Et genre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il faut que ça soit elle qui le découvre. Bref, j'ai compris qu'elle était en train de me mentir, en fait. Et de là, en fait, je l'écoute. Et après ça, en fait, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, écoute, je suis au courant de tout. Je sais que t'es une menteuse. Je sais que t'as fait ci, ça. Mais plus jamais. J'aurais dû couper les ponts avec toi depuis. Je sais même pas pourquoi. Enfin bref, tu la confrontes à... En fait, c'est là que vraiment, je réussis à sortir. Je pense tout ce dont j'avais besoin de sortir un peu. Et après, je raccroche, je la bloque. Voilà. Du coup, en fait, pendant plusieurs mois, je voulais pas lui parler. Elle faisait tout pour m'appeler, elle m'harcelait. Elle a appelé tout le monde. Tu vas voir tes frères à un moment donné ensuite ou... Pas encore, je les ai pas encore vus. Là, en fait, ça fait 5 ans que c'est arrivé. Ok. Là, ça fait 5 ans que j'ai découvert que j'avais des frères. Du coup, je les ai pas encore vus, ils sont au Congo. Et ton père, tu l'as eu un jour en appel ou en... Mon père, il est déjà mort, malheureusement.
Ouais. En fait, c'était l'enclenchement de ces recherches-là par rapport à mes frères. C'est que mon père, il est mort du coup en 2009. Et en fait, sa dernière volonté, c'était que mes frères aient pu me retrouver. Parce que lui, il savait que t'as été kidnappé et que... Voilà, c'est ça. Et tes frères, ils se sentaient comment quand ils t'ont retrouvé? Ils étaient... Ah, eux, ils sont heureux, Ouais. mais genre tout le temps, à chaque fois qu'ils me parlent, c'est plus moi en fait. J'ai pas l'habitude d'avoir des frères. Ouais, quoi. bien sûr. Donc je sais pas comment agir. On sait pourquoi ils ont pas forcément essayé de te rechercher plus tôt ou avant ça ou... Alors je pense qu'ils avaient du mal, puisque du coup, ils avaient aucune information sur moi, Ouais. puisque mon identité, elle avait complètement changé. Mhm. Donc ils savaient pas où chercher. Et en fait, d'après ce que mon frère il m'a expliqué de comment il a fait pour me retrouver, Ouais. c'est qu'en fait, il y avait une dame qui venait souvent au Congo en vacances. Et apparemment, elle connaît ma tante en France. Et en fait, quand il l'a vue, il a juste pris son courage, il allait la voir. Et il lui a demandé, est-ce que vous connaissez une dame qui s'appelle Lily, tout ça, nanani, nanana, tout ça et tout. Et la dame, elle a dit, oui, c'est ma copine, son mari, c'est un tel, tout ça et tout. Et en fait, elle savait même pas que mon frère, il était en train de me rechercher. Ouais, c'est ça. Et du coup, de là, eux, ils ont fait encore C'est comme plus. ça qu'ils ont... Exactement. Est-ce qu'ils ont mené une attaque en justice, peut-être contre ta tante ou un truc ou... J'imagine Non. que... Encore. Sans aucune transition, passons à la troisième affaire. Il pensait avoir un date. Il s'est retrouvé encerclé. 21h, Marseille, quartier chaud. Staro, jeune homme de Genève, arrive dans un quartier qu'il ne connaît pas. Seul, excité de rencontrer une fille qu'il a connue sur les réseaux. Il scrute autour de lui, mais quelque chose ne va pas. Des silhouettes sombres se déplacent en arrière-plan. Des hommes cagoulés surgissent de tous les côtés, bloquant l'entrée de la ruelle. Il fait marche arrière, mais il se rapproche. Leurs pas sont lourds, leurs regards fixes. Staro déglutit, son cœur s'emballe. Il s'apprête littéralement à se faire kidnapper. Comment s'en est-il sorti? Qui était réellement la fille à qui il parlait? Et qui étaient ses agresseurs? Vous allez tout savoir. Bienvenue dans StoryCube. J'ai vu 4 mecs cagoulés qui venaient vers moi. Il y en a un qui me tire. Du coup, il me prend mon col, je me rappelle, il me prend mon col, il me tire comme ça. Oh mais comment ça, tu crois que je suis mêlé et tout? J'ai dit, je veux rien savoir. Je peux me dire, c'est fini pour moi peut-être. Ouais, je peux me dire, ouais, c'est fini pour moi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Staro, un jeune homme qui a vécu quelque chose de fou. En fait, il s'attendait à faire un date, rencontrer une fille avec qui il parlait depuis un moment, sauf que son date a rapidement viré au cauchemar. Un véritable guet-apens. Et évidemment, aujourd'hui, on a la chance de l'avoir sur le plateau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Au moment où tu as vécu les événements, tu te sentais comment? Tu faisais quoi dans la vie? C'était quoi un peu le contexte de ça? Bah alors, je travaillais donc dans l'administration, voilà, dans la facturation. Et donc voilà, j'avais une vie assez normale, voilà. T'avais quel âge? J'avais, là on est 28, j'avais 26 ans. T'avais 26 ans, ouais. 26 ans, donc voilà, je faisais un peu ma vie normale, j'allais au sport, je voyais mes potes, et je travaillais, donc rien de très, on va dire, extraordinaire. Tu flirtais souvent avec des filles ou pas trop? Ou on parlait? Ça pouvait m'arriver comme tout le monde, j'ai envie de te dire, hein, comme tout le monde, et puis donc voilà, c'était pas quelque chose de nouveau, on va dire, voilà. Tu nous as donc expliqué que cette histoire, elle a tourné au drame suite à un date. Commençons déjà avec le début. T'as rencontré une fille sur les réseaux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, alors ça s'est passé sur Instagram, donc comme un peu tout le monde, voilà, je scrollais un peu sur Instagram. Et puis donc j'ai commencé à parler avec une fille donc, qui habite à Marseille. Bon feeling et tout, vraiment rien de suspect, on va dire, tu vois. Donc puis voilà. Comment elle t'a tapé dans l'œil au début? T'es tombé comment sur ces... Franchement, c'est l'algorithme qui m'a présenté ce profil. Et puis j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. T'es tombé sur une story ou t'es tombé sur... Non, sur le profil, tu sais, quand tu vas dans recherche, j'ai vu en fait, j'ai aimé direct, tu vois. Ok, ouais. J'ai Okay. dit, ah, c'est qui ça? Puis j'ai un peu plus fouillé. Et là, je me rappelle, j'avais liké une photo robe de mariée, dans un mariage. Voilà, dans un mariage et tout. Je me dit, ah ouais, franchement, elle est belle. Elle est belle, donc j'ai d'abord posé un like, comme on dit. Ok, donc t'as posé Voilà, un like j'ai et posé un like, ouais. elle a liké en retour, elle? Elle a like en retour et c'est là qui a fait que je vais en DM. Ouais. On a commencé à discuter. Ok, stratégie classique Ouais, de... Classique. Incroyable, ok. C'est ça, ouais. Donc, tu likes une de ses photos, Ouais, elle like une des tiennes en retour, c'est ça. et là tu lui écris un premier message. Voilà, c'est ça. Donc je fais une approche. Et puis, C'est quoi le premier message que tu lui envoies à peu près T'es jolie, hein.
C'était joli, ouais, c'était joli, voilà, classique. Elle avait l'air d'être réceptive, du coup, suite à ça, bon, on a commencé à approfondir un peu, voilà, les questions basiques, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie et tout, tu vois. T'en as pensé quoi au début? Est-ce que t'avais déjà un sentiment où tu trouvais que c'était un peu bizarre ou au contraire Franchement, non, et puis franchement, je parlais avec elle comme je pouvais parler aussi avec... Très bien. Ça dure combien de temps au moment où vous parlez, vous échangez sur les réseaux Franchement, ça a duré bien 3-4 mois. Après, voilà, certains peuvent trouver long, d'autres pas assez long, ça, chacun fait un peu ce qu'il veut. Bien sûr, mais... ouais. Vous parlez pendant 3-4 mois quand même avant de voir. Quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, forcément, j'ai voulu la voir plus tôt. Voilà. Après, j'ai respecté le fait que, voilà, aussi par rapport à la distance et l'emploi du temps des deux faisait que, voilà, on repoussait le truc. Mais voilà, j'aurais voulu la voir plus tôt, en vrai de vrai. Vous vous parlez pendant 3-4 mois, vous vous dites quoi un peu? C'est quoi un peu les discussions que vous avez habituellement Franchement, c'est des choses basiques. Ah, tu sors du taf et toi, ça a été, nanana, tac, ah là, je vais au sport et tout, nanana, ah là, j'ai une soirée, tu vois. Des trucs banals, simplement. Il y a, t'as le droit de répondre non si c'est pas le cas, mais il y a encore des, on a des traces encore de ces conves où t'as supprimé carrément, où tu l'as bloqué. Supprimé, je change de vie. Donc tu parles avec elle pendant plusieurs mois. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te dis bon bah là c'est quand même cool si on se voit. Exactement, ouais. Dans la vraie vie. Comment tu lui proposes de toi? En fait, c'était en début de semaine où justement je commençais à sentir que là, je pouvais venir dans le week-end qui venait. Donc je lui en vrai de vrai, t'as vu, là, ça fait un moment qu'on se parle et tout. Là, franchement, je peux descendre s'il faut dans le sud et tout, il y a moyen. Je me dis, ah, sérieux et tout, cool, franchement, tu peux. J'ai dit, ouais, je gère un peu la logistique, je regarde si tout est ok, tout ça. Et vas-y, je descends, tu vois. Et donc, toute cette semaine, j'ai commencé un peu à planifier un peu cette descente. Elle était toute enthousiaste. Tu planifies quelques jours avant le fait de partir à Marseille la trouver? C'est ça, ouais. C'est ça, donc que ce soit hôtel ou autre, même où on allait manger et tout, je planifiais, quoi. Ok, donc t'as carrément réservé un hôtel et tout pour... Pour que moi, je dors, en tout cas. Ouais, après, je comptais bien sûr. Voilà, je comptais pas forcément dormir avec, mais... En tout cas, même pour moi, mon confort, un petit hôtel. C'est clair, c'est Je clair. commence à regarder les restos, petite activité et tout. Tu fais la route jusque là-bas? Ouais. Tu vas en voiture. Tu sais combien de temps à peu près de... J'ai fait 4 heures, ah, c'est pas possible. Oh, si, en 4 heures, tu peux le faire. Si tu bombardes bien, tu peux y aller. Donc, tu fais Genève-Marseille à peu près Direct, toi. en 4 heures. Tu te dis quoi dans la voiture? T'es un peu stressé? Non, pas stressé, parce que déjà, j'étais déjà venu à Marseille en vrai. Donc voilà, comme j'ai dit dans mes vidéos, je suis supporter de l'OM. Donc je suis déjà venu plusieurs fois à Marseille, donc ça me faisait plaisir de retrouver le Sud. Et puis j'avais mis un accoutrement un peu en mode, voilà, un ensemble Lacoste avec une paire de TN pour être un peu dans le thème aussi. Donc non, j'étais vraiment content. Je me suis dit, en plus quand tu descends dans le Sud, t'es toujours un peu bien, tu vas dans le Sud, ça te met un peu dans un mood. Ouais, bah oui, c'est clair. Après voilà, c'est clair que la zone dans laquelle elle habitait, bah, je connaissais pas, voilà. Donc j'avais pas d'a priori par rapport à ça. Je me suis dit, bon, c'est une adresse. Tu fais tes 4 heures de route et là t'approches de là où t'avais rendez-vous avec elle. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand t'approches un peu sur le lieu, quand tu vois un peu l'état du lieu? Bah, comme j'ai raconté, donc en fait le truc c'est que déjà c'était un peu sombre. Voilà, c'était la nuit. T'arrives à quelle heure à peu près à Marseille? 22h. T'arrives à 22h. Okay. 22h, ouais, 22h. Donc il faut savoir que 1 heure avant, je commence déjà à lui dire, ouais, je suis en approche, j'arrive 22h, ou dans les 22h, je suis en approche, tu vois. Il disait, ok et tout. Ça veut dire qu'elle était au courant que j'arrivais et tout, voilà. Donc j'arrive un peu dans la zone, un peu... voilà, c'était un peu sombre, un peu macabre, un peu. Quand tu dis macabre, c'est genre quoi? Les bâtiments? Pas forcément les bâtiments. Franchement, je saurais pas comment expliquer. C'est le mood en général où j'ai senti ça. Tu t'approches des quartiers des cités à ce moment-là, je crois, plus ou moins. Tu sens que ça pue un peu comme ambiance là-bas, ou ça a l'air d'aller, ou tu te dis quoi en fait dans ta tête à ce moment-là? Franchement, je me dis pas qu'il va m'arriver quelque chose. Voilà, c'est juste que je suis dans un lieu, on va dire, un peu inconnu, mais pas de là à me dire, bah, il va se passer quelque chose. T'avais prévu d'aller dans l'hôtel directement, ou d'abord de faire un date avec elle et puis après d'aller manger. Okay. D'aller manger, et puis ensuite voir ce qui allait se passer, quoi. C'était quoi basiquement le lieu où vous avez rendez-vous? C'était un restaurant? C'était dehors? Alors j'avais réservé un resto. Et puis j'avais prévu d'aller la chercher du coup en bas de son bâtiment pour aller au resto. Donc t'arrives plus ou moins au lieu où vous avez rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Bah quand j'arrive, du coup je lui dis que je suis là. Par message ou tu l'appelles? Message, ouais. Je lui dis je suis là et tout. Puis donc j'arrive devant donc
une espèce de barrière, un peu en mode une entrée d'un bâtiment, on va dire. Et puis je patiente ici, donc je me mets un peu sur le côté, comme ça je patiente. Et puis dans la voiture et tout, tac, je mets un peu de son vite fait, et puis j'attends. Et c'est à ce moment-là qu'en gros, j'ai vu 4 mecs cagoulés qui venaient vers moi. Donc, attends, ça c'est fou, t'es Ouais. dans ta voiture, il est 22h, il fait nuit, Ouais. t'attends cette fameuse fille avec qui t'as un date, Mhm. et tu vois 4 mecs Ouais. cagoulés qui arrivent. Ouais, c'est ça. Et tu les vois, ils arrivent de où? Devant, derrière? C'est quoi le... Un peu sur les côtés, un peu comme ça. Hein. Franchement. Carrément encerclés, ils sont genre à droite et à Ouais, gauche. il y en a des deux côtés de la voiture, quoi. Tu te dis quoi à ce moment-là? Je me dis, c'est chaud, là. Là, je me dis, c'est chaud parce que je pense pas qu'ils vont trop chercher à comprendre ce qui se passe et tout, tu vois. Donc là, j'étais quand même dans une bonne pression. Et puis, comme j'ai dit, donc je viens de Suisse, moi j'ai une voiture suisse et tout. On sait pas ce que les gens ils veulent et tout. Donc là, il se passe plein de choses dans ma tête. Plein de choses. Genre tu te dis... Je me dis, c'est fini pour moi, peut-être. Ouais, je peux me dire, ouais, c'est fini pour moi. Qu'ils vont pas trop chercher à comprendre ce que je fais là. Que peut-être ils vont agir direct et puis. Pardon. Tu te dis quoi à ce moment-là? Je mets les gaz de ma voiture, je fuis, tu restes dedans, t'as les fenêtres ouvertes, t'as les fenêtres fermées, c'est quoi un peu Fermé, et puis je me suis dit, je reste, on verra bien. Je suis vraiment en mode, on verra bien. Donc, je récap le contexte pour qu'on soit sûr de comprendre. T'es là, t'es dans ta voiture, il est 22h, il y a 4 mecs cagoulés qui encerclent ta voiture. Toi, tu te dis, mais mec, là, c'est chaud, what the fuck? Est-ce qu'elle te répond, la fille, pendant ce temps? Il se passe quoi? Bah là, le téléphone, je le calcule pas vraiment. Là, je préfère savoir dire ce qui se passe pour moi avant de voir autre chose. Parce que là, je comprenais pas la situation. Donc, il fallait que je gère déjà cette situation. Est-ce que t'as une interaction avec eux? Tu les regardes, tu leur dis de partir, tu les regardes comment? C'est quoi un peu les Bah, jeux en de fait, regard il y en a un qui toque par la vitre, tu vois. Je la descends, puis il me dit, je descends la vitre, ouais. Et il me dit, tu fais quoi là, tu vois. Et c'est là où j'ai dit, ouais, je suis allé chercher une jolie copine, tu vois. Je l'ai dit un peu en mode, en souriant, mais j'avais chaud de ouf. Parce que, je sais pas si elle allait trop chercher à comprendre, comme je te dis. Ok, ouais, c'est une dinguerie. Il te demande qu'est-ce que tu fais là, Il tu me dit, réponds. ouais, voilà. Et je lui réponds, ouais, je viens chercher une jolie copine et toi, tu vois. Peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait pu partir pour moi. Et bah, du coup, là, comme j'ai dit, il y en a un qui me tire. Du coup, il me prend mon col, je me rappelle, il me prend mon col, il me tire comme ça. Parce que j'avais la vitre complètement baissée. Donc, tire comme ça. Et c'est là où un des 4 mecs, justement, me reconnaît. Tu vois, il me reconnaît. Il dit, stop, les gars. Il enlève sa cagoule, je le reconnais aussi. Et puis il dit là, c'est toi. Tu vois. Ouais. Donc il y a un des 4 mecs Voilà. qui était sur le point de t'enlever ou j'en sais rien, qui te reconnaît en fait. Voilà. Tu fais quoi là et tout? Les gars, c'est bon, les gars, je gère le truc. Tu vois, je gère le truc et tout. Ça veut dire, ils sont reculés direct. Je me suis dit peut-être qu'il avait une importance un peu dans tout ça, tu vois. Et puis moi, tu vois, je me dis, mais putain, je me rappelle pas tout de suite qui c'est. Mais je dois rentrer dans le truc, sinon c'est mort. Tu vois. Donc, oh, comment et tout, mais qu'est-ce que tu me fais là et tout, franchement et tout. Là, j'ai eu chaud, sérieux et tout, tu vois. Attends, donc tu dis ça sans forcément savoir encore. C'est où que je l'ai vu lui déjà, même s'il me dit ça. Dans ma tête, tu vois. C'est flou, c'est trop flou, c'était trop rapide. Donc je me dis, Du coup, tu fais genre de le connaître, mais tu le connais pas réellement à ce moment-là, quoi. Enfin, tu le reconnais c'est pas ça, vraiment. j'ai pas capté tout de suite, tu vois. Mais j'ai senti que le moment que j'avais pour m'en sortir, c'était celui-là. Donc je rentre dans le jeu tout de Tu suite. t'es dit, quitte à faire genre je le connais, on va y aller jusqu'au bout. Tout quoi. de suite. Alors là, je me suis dit, c'est mieux comme ça. Tu vois. Qui va là. Et donc le mec il arrive, il fait quoi? Il te check, il te... En fait, c'est même moi, je le prends. Hein, franchement, j'étais en mode, tu m'as sauvé. Tu vois. Et puis il commence à dire, ouais, tu deviens quoi depuis le temps et tout, tu vois. Moi, je cherche pas trop à comprendre ce que lui est devenu. Je vois un peu, tu vois. Mais je dis, ouais, moi, ça va et tout. Je suis là et tout, tu vois. Comme tu vois, je viens chercher une meuf, tu vois. Et puis je repars, je suis dans Marseille, tu vois. Mais ça, c'est pas aller plus loin que ça, tu vois. Parce qu'après, justement, il y a la meuf qui débarque. Ok, waouh, attends, donc t'es là, t'es entouré des 4 mecs, et la fille arrive. Voilà, la fille, elle arrive. Quand il y a encore les mecs. Quand il y a encore les mecs, il y a encore tout le monde. Hein. Elle arrive et tout. Mais trop en mode normal. Et je trouve ça chelou. Je me dis, non, ça bizarre. Parce qu'après coup, quand je lui avais dit que j'étais arrivé, elle m'avait pas répondu. Tu vois. Elle m'avait pas répondu. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Même pas un OK, vas-y, je descends ou pas réponse. Donc, est-ce que je sais pas, j'ai imaginé 10 000 scénarios. Est-ce qu'elle a lancé l'alerte comme quoi il y avait un mec qui est là et lui, dépouillez-le, je sais pas. Mais pas de réponse quand je lui dis j'arrive, bizarre. Tu vois. Donc après, donc, quand moi je la vois, je veux rien savoir, je lui dis directement, je sais même pas pourquoi
là tu viens, tu vois. Donc, putain, c'est dingue. Donc, finalement, tu la vois quand même réellement, cette fille. Ouais, Elle ouais, mais arrive c'est devant toi. mort. Tu m'imagines derrière, je vais encore faire mon date et tout avec tout ce qui s'est passé. C'est impossible. Parce qu'après, imagine, je reviens la redéposer dans le même lieu, il m'arrive peut-être une dinguerie. Alors que pour moi, déjà, c'était une alerte là en mode là, c'est chaud, c'est mieux boulot. Tu vois. Donc, tu dis, en fait, il y a un monde où la fille, elle a prévenu des gens qu'il y avait toi qui allait arriver de Suisse et qu'ils allaient. C'est ça, ou peut-être qu'elle est mêlée ou autre, comme je t'ai dit. J'ai pas trop voulu chercher à comprendre. J'ai voulu vite passer à autre chose en vrai. Mais je me suis posé pas mal de questions. La fille, elle dit un truc quand elle voit les 4 mecs. Non, c'est directement, en fait, elle s'approche comme si, en fait, spectatrice un peu de ce qui se passe, tu vois. Et moi, du coup, je la reconnais via les photos et tout. Enfin, je reconnais que c'est elle, tu vois. Et donc, tu lui dis un truc à ce moment-là. Ah, c'est là où je lui ai dit, écoute, là, je sais même pas pourquoi tu viens, c'est maintenant que tu viens, on sait pas pourquoi. Elle, c'est bien, c'est mort. Moi, je me casse. Là, moi, je suis comme ça, genre, je cherche pas à comprendre. Elle dit quoi? Et puis, oh, mais comment ça, tu crois que je suis mêlé et tout? J'ai dit, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Je check le mec John, j'ai dit, t'as vu, on se revoit en mode, vas-y, on reste branché, tout ça. Je remonte dans ma voiture. Ces 3 autres collègues, je les calcule même pas, je veux pas savoir qui c'est, tu vois. Puis je repars directement. Ils m'ont pas dit, ouais, non, autant comment ça tu repars. Voilà, c'est bon, je me casse. Puis voilà, tu vois. Tu rentres chez toi à ce moment-là ou tu vas à l'hôtel que tu avais réservé ou tu... Non, tout a annulé. Franchement, l'hôtel, ok, je l'avais payé, mais je laisse tout. Resto réservé, je voulais même pas savoir. Je rentre direct. Ok, tu refais demi-tour ensuite. Je refais direct. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, si je reste un peu dans la ville et tout, va savoir, tu vois. Dans une parano en vrai. Ouais, bah ouais, normal en vrai. Puis ça m'a laissé un peu une mauvaise image de la ville à ce moment-là, alors que pas du tout. Je tenais à préciser. J'aime beaucoup Marseille, j'aime le peuple. Voilà, ça, je veux que ce soit gardé, ce que je dis. Mais voilà, comme partout, il y a des gens mauvais et puis faut faire attention, c'est juste ça. J'aimerais quand même qu'on revienne sur un point que je trouve fou. Le mec te reconnaît. C'est qui ce mec du coup? Est-ce que finalement tu l'as reconnu après coup? En vrai de vrai, je me rappelle qu'on avait fait l'armée ensemble. Après, à l'armée, il y a plusieurs sections. Des fois, on croise des gens, on les revoit plus depuis, tu vois. Et j'avais un petit souvenir que peut-être ce mec, on avait dû peut-être passer, peut-être on avait fait une mission ensemble, ou va savoir. Parce que des fois, on est tous mélangés. Je me suis bien branché avec 1 ou 2 mecs, on échange. Après, je retourne dans ma section, tu vois. Et peut-être le feeling qu'on a eu, il a eu gardé un bon côté. Puis c'est ça qui a fait qu'en fait, des années plus tard, il se dit « Ah, mais toi, tu vois ». Comme quoi, c'est toujours bien d'être en bon terme avec les gens. Parce qu'on sait jamais, tu vois. Et donc, toi, ta théorie, c'est que tu l'as déjà vu à l'armée game, ouais. mais finalement, t'es même pas sûr que c'était lui, quoi. Ouais, franchement, j'ai un petit souvenir. Ouais. Mais dans tous les cas, je me dis, ça, c'était ma chance de m'en sortir. Ouais, Tant c'est pis clair. si tu te rappelles pas. De toute façon, ce mec, je vais pas forcément le recontacter l'autre, tu vois. Donc voilà, parce qu'il est quand même dans des choses où voilà, c'est pas en accord avec moi ce que je fais. Mais ça me paraît cohérent, t'inquiète. C'est On va clair. pas forcément se contacter, tu vois. Est-ce qu'avant ce moment-là, t'avais déjà eu un doute sur la fille en question ou pas du tout? Tu te disais... Non, franchement, aucun. Les discussions étaient fluides, elle me sentait concentré, comme on dit, tu vois. Et puis voilà, si j'ai pris la décision de descendre, même si voilà, je me suis dit quand même là, tu vas dans un lieu que tu connais pas, on sait jamais. Tu penses cette histoire, elle se serait finie comment si t'avais pas reconnu le... Franchement, très très mal. Hein. Je pense que déjà, je suis pas sûr de repartir déjà. Ouais. Ma voiture, pareil. Enfin, ouais, non, je pense pas que je repars de là, c'est sûr. Hein. La manière dont on m'a attrapé, c'est mort, c'est impossible. Tu vois. J'étais vraiment une bonne cible à ce moment-là, je pense, tout seul dans ma voiture. Tu vois. C'est clair. Ah, c'est mort. Et finalement, j'espère que t'es encore tranquillement installé chez toi. Parce qu'on va attaquer la 4e affaire de cette vidéo. Ils pensaient rentrer chez eux. Quelqu'un y vivait déjà. 2h30 du matin, Espagne, maison de vacances isolée. Yanis et sa famille arrivent, bouleversés, après avoir reçu un appel alarmant d'une voisine. Les squatteurs occupent leur maison. En s'approchant, l'air est étrange. La porte d'entrée est entrouverte, comme si elle n'avait jamais été fermée. Des bruits sourds viennent de l'intérieur, des murmures indistincts. L'horreur frappe quand ils aperçoivent des silhouettes floues dans les fenêtres. Leur cœur bat la chamade. Des intrus ont envahi leur espace intime. Ils se figent. Leur visage se déforme sous le choc en réalisant que ces squatteurs ne se contentent pas d'être là. Ils ont littéralement pris possession de leur maison, ont fait des doubles de leurs clés et surtout s'y sont installés. Ils sont sur le point de franchir le seuil, les silhouettes toujours visibles derrière les fenêtres.
Quelles horreurs les attendent à l'intérieur? Qui sont ces gens qui ont tranquillement emménagé un secret dans leur propre maison? Et qu'ont fait les autorités? Installez-vous confortablement. Bienvenue dans StoryCube. De dire aux locataires de baisser le son de la musique. Sauf que nous, on n'a jamais eu de locataire dans cette maison. Des seins de coloriage, des poussettes, genre des trucs, ils étaient vraiment installés. On voit une femme allongée avec un bébé, elle est hyper choquée, enfin ils étaient vraiment tranquilles, je te jure. Il nous dit que ça fait plus d'1 an qu'ils sont là et qu'ils se sont enregistrés à la mairie en genre faisant une fausse attestation d'hébergement et tout. Des serviettes hyper sales, on avait de la merde sur les murs, tu sais. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Yanis. Ce qui lui est arrivé est complètement dingue. Alors qu'il était tranquillement chez lui, sa voisine l'appelle pour lui dire qu'il se passe une dinguerie dans sa propre maison de vacances en Espagne. Il était loin d'imaginer l'horreur qu'il s'apprêtait à découvrir. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la maison dans laquelle les événements sont passés en Espagne? La maison, c'est genre une petite maison de vacances. Elle est dans une grande résidence avec plein d'autres maisonnettes. Ok. Et il y a une piscine au milieu avec un terrain de basket, des trucs comme ça et tout. Et elle est en Espagne, à Valence. Elle représente un truc pour ta famille ou... C'est une maison de vacances. Ouais. On s'y retrouve genre chaque année avec ma famille, mais on passe quoi 2 mois dessus maximum. Toi, tu étais déjà allé du coup là-bas plusieurs fois quoi. Ouais, j'ai été déjà là avec des potes aussi. Et on l'a depuis genre hyper longtemps. Je te propose qu'on attaque directement le vif du sujet si t'es chaud, bien sûr. Bien sûr, ouais. On est comme ça, en août, si je dis pas de bêtises, un beau C'est jour, ça. tranquille. Tu reçois un appel de ta voisine d'Espagne. Qu'est-ce que c'est ça? En gros, ma voisine, c'est une Française et c'est la seule Française du quartier. Ouais. Et elle est amie avec ma mère. D'ailleurs, big up si tu passes par là, Marie-Christine. Et elle avait appelé ma mère pour lui demander de dire aux locataires de baisser le son de la musique, parce qu'ils mettaient de la musique en boucle. Sauf que nous, on n'a jamais eu de locataire dans cette maison. On l'a jamais loué, on l'utilise que pour les vacances. Et du coup, ma mère, forcément, elle est choquée. Donc attends, il y a une meuf, elle vous appelle, elle vous dit « Est-ce que vos locataires peuvent faire moins de bruit parce que ça me casse les couilles ?» Et vous êtes en mode « Mais on n'a pas de locataires dans la maison là actuellement. C'est exactement ce qui s'est passé, ouais. » Ouais. Du coup, avec ma mère, on n'a pas compris. Et là, elle nous envoie une photo, genre d'une famille, au complet dans notre jardin, en train de faire un barbecue. Vous vous dites quoi, vous, à ce moment-là déjà? Bah moi, je rigole. Mais ma mère, elle rigole pas du tout. Ouais. Du coup, on comprend pas. Et le jour même, on a pris la route, on est parti, on a fait Montpellier jusqu'à Valence, c'est genre 7-8 heures de route. Ouais. Ouais. Et on est arrivé à 2h du matin. Tu la connais bien, cette voisine, cette personne de confiance? Tu te dis que... Je l'ai rencontrée l'année dernière, il me semble. Elle est genre, elle vivait en Belgique. Et elle est française, vu qu'on est français tous les deux, on s'est parlé. Elle a genre ses enfants qui vivent là-bas, au lycée français. On y est allé aussi parce qu'on a Donc, vécu. ça peut pas être un prank ou une... Ah non, pas du tout. Non. Ouais. Elle est pas du tout du genre à faire des pranks. Non. Dans l'appel, la voisine vous envoie une photo. Tu vois du coup ces personnes-là en train de faire un barbecue, tranquillement. Ils sont combien? Concrètement, ils sont à peu près... Alors il y avait la mère, Ouais. et 2 petits de quoi 4-5 ans. Et il y avait une grande, je sais pas, elle avait entre 19 et 17. Et vous reconnaissez bien, c'est votre jardin, c'est votre maison. Le jardin on reconnaît, mais les personnes pas du tout. C'était juste, on était choqués sur le moment, elle était énervée, mais... Du coup, c'est quand même 7 heures dans l'énervement, quoi. Ouais. C'est ta daronne, elle roule et là, je fais les déglingues. Ah ouais, je pouvais même pas mettre ma musique ou quoi, elle était énervée. Ouais. Vous prenez des valises, vous entrez dans la voiture sans rien, espace. Non, même pas, c'est ça le pire, c'est qu'on a rien pris, on est juste parti. Enfin ma mère bien sûr, elle a pris un gros bagage avec elle, mais moi, mon petit frère, ma grande sœur, on a rien pris, on est parti comme ça. Ta mère, c'était quoi son plan d'action dans la voiture? D'arriver, et s'il y a des gens de les dégager. Ma mère, elle est vraiment sanguine. Genre, elle a déjà tabassé une grand-mère à l'école, elle a déjà, bon, pas failli, mais elle a menacé d'écraser la mère des harceleuses de ma sœur, donc ouais. Ouais, Elle s'en ok, fout. donc il Ouais. serait rentré dans l'art direct, quoi. Clairement. À quelle heure vous arrivez là-bas, du coup? On est arrivé là-bas à 2h du matin. Déjà, il y avait une voiture garée dans le parking, mais ça, on n'a pas posé plus de questions, parce que d'habitude, les voisins, ils prennent, vu qu'on a 3 places, nous. Ouais. D'habitude, les voisins, quand ils ont des invités, ils viennent chez nous. Mais quand on est rentré, dans ma chambre, qui est genre au rez-de-chaussée, on a vu 3 gosses en train de dormir. Ouais. Et genre, il y avait dans le salon, il y avait des dessins de coloriage, des poussettes, genre des trucs. Ils étaient vraiment installés. Après, on passe dans la cuisine, on voit le bordel. Genre, Vous êtes dedans ou vous êtes encore dehors à ce moment-là? Non, on est à l'intérieur de la maison. Ah ok, donc vous Ouais. rentrez... On est rentré par la porte du garage, oui. On n'est pas passé par le jardin. Pas de souci, ouais, excuse-moi. Non, t'inquiète. Donc vous rentrez par la porte du garage, tu vas d'abord dans ta chambre, tu vois 3 gosses, Ouais. tu les réveilles, tu fais quoi ou Non. vous les laissez à Si, on les a laissés dormir. Ouais. On a commencé à faire le tour de la maison et ma mère me disait filme, prends des photos et tout pour montrer. Donc là, tous les cornes en plastique, tous les sachets, tout, c'est pas les vôtres, quoi, c'est les... Ah non, pas du tout. Non, nous on a laissé la maison nickel. D'ailleurs, j'ai mis des photos parce qu'on était venus avec mes potes en vacances. Ouais. J'ai mis des photos de comment on a laissé la maison et on était venus en vacances genre 1 mois avant, tu vois. Ouais. Et on a trouvé personne. Tout était nickel comme on avait laissé. Donc ça veut dire qu'ils étaient peut-être partis pendant un moment... Je t'expliquerai Ouais, pourquoi. ouais. Oh. Et là, vous montez à l'étage, il y a une Après, il y a une confrontation. confrontation. Hein. Putain, attends, on va peut-être juste... Je peux le poser juste là? Ouais, tu veux le poser. Elle est en arabe donc je te ferai la traduction. Ouais, avec plaisir. Ouais.
Tu montes au premier étage. Déjà, juste, il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là quand vous voyez toutes les affaires, tous les trucs des. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Ouais. Mais ma mère, elle rigolait pas du tout. Parce que ma mère, c'est son seul bien à l'étranger, Ouais. tu vois. Et forcément, elle a une attache personnelle et tout. Et donc là, elle était grave vénère. Surtout que ça faisait longtemps qu'elle y était pas allée. Genre l'été dernier, on était parti avec ma famille, mon père, mais elle non, elle était restée pour faire des trucs en Algérie. Et du coup, quand elle est arrivée, ça l'a mis en rogne. Et surtout, après, ce qui a encore plus énervé, c'est quand ils sont partis. Parce qu'on a découvert des dingueries quand même. Ouais. On monte à l'étage, et la première chambre, c'est la chambre parentale. On voit une femme allongée avec un bébé, genre un bébé comme ça de, je sais pas, 1 an max. Et ma mère, elle la réveille, et la meuf, elle est hyper choquée, et genre elle nous regarde comme si c'était nous, on s'était introduit chez elle, tu vois. Non mais ils avaient un culot de fou, genre ils se sont embrouillés avec nous. Comment ça? Et elle dit quoi la meuf? Elle lui fait, ma mère, elle vient lui dit, je te dérange et tout. Après, elle dit, vous êtes qui vous? Et du coup, ma mère lui répond, mais c'est toi, t'es qui? Et là, il y a le mari qui sort. Il sort, mais d'une autre chambre encore. Et je le reconnais direct. C'était notre technicien, genre. Enfin, technicien, jardinier, tout ça. Enfin, ses enfants et sa femme, je les avais jamais vus, moi. Ouais. Mais lui, je le reconnaissais. Et surtout, il habite en face de chez nous. Genre, ils ont un petit appartement juste en face. Et ils ont une vue sur tout l'intérieur de la résidence. Et du coup, c'est comme ça que je pense qu'ils ont compris quand est-ce qu'on venait, quand est-ce qu'on venait pas. Ok. Et le double des clés, du coup, il y a mon père qui a laissé un double des clés à son ami qui habite en Espagne. Ouais. Comme ça, quand il y a besoin de faire des travaux, réparer la clim ou quoi. Ouais, bah ouais. Il ouvre la porte, il ramène le technicien. Et une fois, il lui a laissé les clés parce qu'il avait un rendez-vous. Enfin, il nous l'a dit après, ça, on savait pas. Et en plus, ils sont en bordel, hein, ils sont bordéliques. Hein. De fou. Et donc là, il y a confrontation entre ta daronne et des gens random. Mais attention, ils ont un argumentaire de malade. Hein. Ils nous ont dit, non mais on n'est pas SDF, on a une maison à côté, c'est juste qu'on n'a pas la piscine. Du coup, ça justifie qu'ils viennent sans notre permission. Comment ça? Ouais. Comment ça? Mais on dirait qu'ils étaient vraiment tranquilles, je te jure. Ils avaient aucun souci, c'est pas comme si on les avait attrapés. Non. limite, on se sentait de trop dans la maison. Ouais. Mais c'est dingue. Donc vous échangez un peu avec eux, c'est quoi la suite de cette soirée-là? À la suite, du coup ça s'est calmé un petit peu parce qu'ils ont dit qu'ils allaient partir. Ouais. Ma mère leur a dit, vous avez pas besoin de partir maintenant. Les enfants, vous les laissez dormir. Par contre, vos affaires, vous les enlevez. Et dès que les enfants se réveillent, vous partez. Les gentils en vrai encore. Hein, Oui, non, parce que c'était des gosses, tu vois, ils étaient vraiment petits. Ouais. Et encore à ce moment-là, on n'avait pas découvert tous les enfants, parce qu'il y en avait encore dans les pièces. En gros, ils étaient 6. Ma mère se calme, et ils commencent à ranger leurs affaires. Et elle leur parle, elle leur demande, mais comment vous êtes arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils parlent pas trop, tu vois. Au contraire, la femme, elle commence à s'énerver en lui disant, oui, on n'est pas des SDF, nous on a une maison, c'est juste qu'on avait besoin de la piscine pour les enfants. Et ma mère commence à parler avec son mari. Il nous dit que ça fait plus d'1 an qu'ils sont là et qu'ils se sont enregistrés à la mairie en genre faisant une fausse attestation d'hébergement et tout, parce que sur leur appartement, ils n'avaient pas le droit d'être autant. Ouais, bon, c'est une dinguerie. Nous-mêmes, on a la maison depuis genre quoi, 2016, on savait même pas qu'on devait s'enregistrer à la mairie. What the fuck? Et à tout le monde, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée en fait d'emménager après chez vous. Ils ont même eu nos papiers, c'est leurs papiers, tu vois, grâce à notre maison. Parce qu'ils avaient besoin d'une résidence avec pas mal de place pour les 6 enfants, pour ses parents. Ouais. Et leur appartement, ils pouvaient pas, donc ils se sont enregistrés à la mairie avec notre maison. Après, ils ont fait leur démarche. Mais vous étiez pas au courant de... Rien du tout. Mais en fait, on s'est jamais enregistré, nous. On savait même pas ce que c'était. Parce que mes parents, ils parlent pas espagnol. Ouais. Moi, je le parle, mais genre en mode... j'ai 17 ans, tu vois, j'ai les papiers de la maison. Et du coup, on savait pas. Donc quand ils sont partis s'inscrire, il y avait une maison, des propriétaires, mais personne qui était inscrit. Ils les ont pris avec un faux certificat d'hébergement. Et d'ailleurs, genre mon père, il continue à payer les factures d'eau, les factures d'électricité, et il avait même pas remarqué que ça avait augmenté depuis un moment. What the fuck? Après, il comprend rien, Je crois que tu nous as dit que le mari des squatteurs vous a reproché de pas les avoir prévenus à l'avance. Ouais, c'est vrai. J'avais grave oublié ça. Mais en gros, c'est parce que quand on était partis avec mes potes, j'avais appelé l'ami de mon père et je lui avais demandé les clés. Tu vois, comme ça je passe chez lui, je les récupère et tout. Et lui, il avait laissé les clés chez le mec, tu vois. Donc il lui a dit, ouais, est-ce que tu peux me rendre les clés? Je les ai oubliées la dernière fois. Il nous les passe. On a passé notre week-end tranquille, il n'y avait rien d'étonnant, tu vois. Ouais. Et quand je suis rentré, c'est après genre 1 mois qu'on a eu l'appel de notre voisine. Et il nous a dit, oui, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenu que vous alliez venir chez nous? On devait prévenir le mec qui occupe illégalement notre bien avant de venir. Comment finalement vous avez réussi à les faire sortir de la maison? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette soirée? Vous êtes arrivé à 2h du mat? Vous avez dormi cette nuit-là ou vous êtes juste... Pas trop, non. Enfin, on a attendu le soleil qui se lève et après on s'est endormi. Mais tranquille. Ouais. On a l'habitude. Et ils sont partis comment? En vrai, ils sont partis tranquilles. Après, le lendemain, ils sont revenus pour récupérer des affaires.
On les avait tous déjà mises dans le jardin. Ils sont venus, ils les ont pris, ils sont repartis. Et le ménage qui a suivi, parce qu'ils ont rien respecté. Genre on avait des draps déchirés, des serviettes hyper sales, on avait de la merde sur les murs, tu sais. Genre de la merde sur le mur. What? Je sais même pas comment c'est possible de faire ça, mais ouais. What the f... Et les tables, elles étaient... Enfin, les chaises, elles étaient toutes déchirées. Et le truc qui me fume, c'est qu'il y a un mois, j'étais là et j'avais pas remarqué tout ça. Ouais, Genre ouais. tout était nickel. Ouais. Et là, quand je suis arrivé, j'ai dit chaises déchirées, la merde sur les murs, la table, elle était remplie de coloriage Donc d'enfants. ça veut dire qu'en un mois, ils ont défoncé la maison. Quoi. Vous arrivez, vous voyez que la maison est dans un état encore pire que ce que vous imaginez, vous faites quoi à ce moment-là? Bah en vrai, le truc, notre objectif principal, c'était juste de les renvoyer. Parce qu'on savait que s'ils restaient plus longtemps, on aurait pu avoir des problèmes, tout ça. Ouais. Surtout qu'ils étaient enregistrés à la mairie, comme je t'ai dit, donc on pouvait pas faire grand-chose, à part assigner en justice. Et ça prendrait tellement de temps, tellement de papiers. Donc on les a renvoyés. Après, ma mère, elle a commencé à regarder ce qui allait pas et tout. Il manquait rien, en vrai, genre juste 2-3 trucs, mais on pense même pas que ça soit eux. Ouais. Et le lendemain, on a ramené 2 femmes de ménage. Et avec ma mère, moi et elle, on a tout nettoyé avec elle. Vous étiez dans quel état mental quand vous avez nettoyé le bordel des... J'étais fatigué. On a passé toute la journée à nettoyer. Sachant qu'on n'avait même pas beaucoup dormi. Ouais. Le lendemain, on a passé toute la journée à nettoyer. On est parti acheter plein de produits, tout ça. On avait 2 femmes de ménage. Et on a dû les aider pour continuer parce que c'était vraiment trop le bordel. Ta mère, elle était dans quel état? Au début, elle était vraiment trop choquée. Mais c'est elle qui m'a donné l'idée de faire un TikTok. Elle m'a dit fais, montre pour leur dire ce qui s'est passé et tout. Du coup, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Il y avait d'autres trucs choquants comme ça, comme la merde sur le mur Bah, à part les serviettes déchirées, mais genre vraiment, je comprends pas ce qu'ils ont fait avec. Des serviettes déchirées, c'est-à-dire? J'ai pas mis, je crois, sur le TikTok. Mais il y avait vraiment des serviettes blanches comme ça, déchirées. Genre. Il y avait serviettes, chaises et merde sur le mur. Et les draps aussi, qui étaient genre dégueulasses. On a dû tous les changer. Quand tu dis dégueulasse, ces gens, ils avaient quoi? Ils avaient des traces noires bizarres. En fait, je comprends pas comment c'est possible de foutre autant de bordel en aussi peu de temps, parce que c'était un mois. Ouais. Et quand j'étais venu avec mes potes, peut-être que c'est moi qui ai pas remarqué, mais genre, il n'y avait pas autant de trucs, tu vois. Est-ce que vous avez entamé des poursuites envers ces personnes ou... Non, pas vraiment. On est parti au commissariat de police avec ma mère, mais après, elle a dit que c'était pas la peine, parce que c'était une famille déjà qui sont, ils sont quoi, 6. Ils n'ont pas besoin de plus de problèmes que ça, ils sont partis. Après, ils sont pas revenus pour nous aider à arranger tout ça, mais bon, le problème était réglé. Ouais. J'avoue, ils sont même pas revenus pour aider à ranger, ils sont... Même pas. Après, bon, on les a quand même concertés pour qu'ils nous disent... on les a désinscrits de la mairie, on s'est mis à leur place. Donc, Ok. L'empadramiento. Ouais. Et ils nous ont dit juste les démarches qu'ils ont fait, du coup on les a fait pareil. Et donc ils étaient quand même un peu coopératifs sur leur conneries, quoi. C'est ça, quand même. Ouais. Bah après, ils avaient genre... ma mère les a menacés. Ouais. C'était pour faire genre, tu vois. Mais elle a dit ouais, aidez-moi, sinon je vous assigne en justice. Ouais, bah ouais, bien sûr, normal. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, c'est... Non. Mon père leur parle plus. Ouais, Ils travaillent plus chez nous, du coup, logique. ça me paraît normal. Mais ils habitent normalement toujours dans le bâtiment juste en face. Vous avez reparlé à la voisine, du coup, et éclairci ce truc. Ouais. Elle en a pensé quoi, la On lui a voisine qui parlé. vous appelait Et elle était choquée. C'est d'ailleurs elle qui nous a ramené les femmes de ménage. Et c'était quoi sa réaction, elle Elle a été surprise et elle savait qu'il y avait des gens chez nous. Genre elle le savait depuis un moment, mais elle pensait qu'on louait la maison. Ouais. Et quand je l'ai vue d'ailleurs, quand j'étais venu avec mes potes, bah, elle m'a rien dit sur les squatteurs. Ouais, bah parce que finalement, elle se doutait pas, je Elle pense savait pas du tout, non. que c'était pas... que vous étiez pas d'accord, quoi. Pas du tout. Et c'est fou parce que ça veut dire que s'ils avaient pas mis la musique aussi fort ce jour-là pendant leur barbecue, il y a un monde où là, ils seraient encore en train d'habiter chez vous, quoi. Parce qu'en plus, cet été-là, on n'était même pas partis. C'était le seul été qu'on n'avait pas passé en Espagne. On était tous rentrés en Algérie et on n'aurait vraiment eu aucune idée. Avec du recul, tu penses que vous auriez dû agir différemment ou... Non, pas vraiment. Enfin, on n'a pas fait grand-chose, tu vois, on a été tranquille. Et c'était pas nous les fautifs, surtout. Ouais, bah Parce oui, que, hein, c'est clair. Bien sûr. J'ai vu plein de commentaires et des trucs comme ça. Les gens, ils étaient vraiment dans la paix, tu vois. Ouais. Ils ont dit quoi, les gens Ah, je sais plus trop, là. Mais enfin, j'avais plein de réactions de gens qui disaient non, mais ça va pas de les laisser tranquilles comme ça. Parce qu'on a fait une vidéo avec ma mère. Ouais. On avait expliqué ce qui s'était passé. Ouais. Et c'est non, mais vous auriez dû les poursuivre en justice, faire quelque chose, tout ça. Mais nous, on s'en foutait. Ouais, bah après, voilà, vous avez réglé le problème. Si ça se trouve, en justice, ça va prendre 5 ans. Au minimum. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore peur que ça arrive, ce genre de truc, ou depuis, vous avez mis des mesures pour pas que ça on a arrive mis des caméras de sécurité sur le jardin et sur la porte en bas au sous-sol. Ouais. Et on a changé les serrures, on a mis des armes de sécurité, donc on pense pas vraiment. Puis en plus, on a dit à Marie-Christine
que si on ramène des locataires, on la préviendra. La voisine donc. Ouais, c'est la voisine. Ouais. On lui a dit, ouais, si on a de nouveaux locataires, ou des locataires, on te le dira, donc tranquille. Mais si c'est pas nous qui te le disent... Ouais, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi, bien sûr. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à tes gens qui sont propriétaires comme ça, qui ont des maisons, pour éviter que ce genre de trucs se produisent? Je sais pas du tout. Bah déjà, j'ai une pote là qui est avec moi à la fac. Elle a un appartement à Montpellier. Et il y a une famille avec genre 2 enfants handicapés qui vivent illégalement depuis 2 ans. C'est dingue que ça me rend comment ça. Ouais, mais eux, ils ont commencé genre en mode... ils ont porté plainte au commissariat. Donc après, ils sont passés... Donc attends, qui ta pote a porté plainte? Ouais, ma pote. C'était en France, tu vois, à Montpellier. Ouais. Ses parents ont porté plainte. Et là, maintenant, ça fait 2 ans et ils sont toujours dans l'appartement. Parce que le problème, c'est que si tu portes plainte, après, ça reconnaît qu'ils résident dans l'appartement, que ce soit illégal ou non. Tu peux pas juste virer les gens comme ça. S'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, le préfet de police, il peut pas prendre une mère et 2 enfants à elle qui sont handicapés et les mettre à la rue. Donc ils doivent leur trouver un nouveau logement et ça se fait pas en 10 minutes. Donc là, ça prend beaucoup de temps. Donc moi, je conseille vraiment pas de passer par la justice. Ouais, faut pas reconnaître en fait que les gens vivent chez toi. Ouais. De trouver un arrangement ou de voilà quoi. Ou de l'étage, juste. Putain, et donc là, ça fait 2 ans. Il y a des mecs qui habitent, il y a une mère qui habite avec ses 2 enfants chez... Ah mais je sais pas comment ils ont gardé. Hein. Elle est partie il y a pas longtemps parler avec la mère et elle est partie, elle a supplié de quitter l'appartement, tu vois. Ouais. Elle a pas de problème. Bah écoute, mec, merci beaucoup. Y a pas de souci. Merci infiniment. En vrai, c'était hyper divertissant, je trouve, écouter son histoire, mec. C'est tant dingue. mieux si mon malheur te divertit. Mais c'est un peu lunaire et tout, franchement. Bah, c'est courageux pour vous de ce que vous avez vécu, mais franchement, c'est vraiment dingue. Évidemment, je vous rappelle que si vous aussi vous avez vécu une histoire un peu similaire, quelque chose de choquant, de traumatisant, peu importe, je vous rappelle qu'il y a un petit mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de votre histoire. On se fera un plaisir de vous accueillir sur StoryCube. Yanis, merci beaucoup. Mec, tu m'as régalé, mec. Merci infiniment. Bah tant mieux alors. Incroyable.